Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le combien ? Dans le 78e épisode du Dreamcast Show. J'espère que vous allez toutes et tous très bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et aujourd'hui au programme, on va parler de pick and roll. On va parler des meilleurs duos de pick and roll et de pick and pop. Mais surtout, on va parler de qu'est-ce qui rend ces duos si forts et si dominants sur cette action pourtant très simple du pick and roll. Donc c'est un peu un prétexte pour parler de tout ça de façon théorique. Qu'est-ce qui fait un bon duo, évidemment quels sont les meilleurs duos de NBA. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés et nous, écoutez, on est parti tout de suite. Et on retrouve l'homme le plus recherché, qui est recherché par Interpol. C'est évidemment Azad. Azad, bienvenue et comment tu vas ? Super, Interpol. Écoute, ça va. Je suis un peu malade en vrai, mais c'est normal. C'est le début de l'hiver là, donc je tourne à la tisane gingembre, citron, miel et à la soupe de légumes. Mais ça va, tout va très bien sinon. C'est parce que les vacances C'était trop dur, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être en vacances depuis 3 mois, c'est fatigant en fait. Donc là, je suis à bout, je suis un peu à bout, ouais. Non, mais t'as passé de bonnes vacances sinon ? Parce que quand même, les gens se demandent, on a eu plein d'intervenants à ta place, mais est-ce que t'as passé de bonnes vacances ? Ouais, j'ai passé des super vacances, j'étais dans les Dolomites et dans la région des lacs en Italie, et c'était très bien. En vrai, j'ai quand même pris mon ordi. Donc j'ai un peu bossé pour le Celtics Blog, histoire d'écrire des articles et de m'en prendre plein la gueule. Et du coup, ouais, tout va bien. J'ai mes premiers haters américains, vraiment. Tout va bien, tout fonctionne. Il y en a certains, ils me font mourir de rire. Je crois que je sais pas si c'est toi ou quelqu'un. Je crois que c'est toi qui les as postés toi-même sur Twitter. Mais ouais, non, les Américains sont forts. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là, malheureusement. Non. Peut-être qu'on fera un épisode que sur ça. mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, puisqu'on va parler des duos de pick and roll. C'est exact. Ouais, l'idée c'est même de parler un petit peu de pick and roll à l'ère moderne, entre guillemets, et puis même un petit peu de comment ça évolue, parce que au final, le pick and roll, on est un petit peu arrivé, je dirais pas qu'on a fait le tour, mais il arrive un peu un moment au NBA où c'est quand même de moins en moins utilisé. Enfin, pas de moins en moins, mais c'est plus le seul détonateur offensif un petit peu des équipes qui passe un peu par d'autres schémas aussi, parce qu'il y a d'autres joueurs comme force offensive qui sont apparus comme Jokic et Embiid, du coup, qui sont des joueurs qui ont le ballon et qui, eux, vont pas être vraiment des joueurs de pick and roll à proprement parler, ou pas seulement. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un peu cette conversation au début de la saison, voir un petit peu est-ce qu'on va voir de nouvelles choses. Surtout que, vu qu'on parle pas mal de tactique sur le Dreamcast Show, enfin en tout cas on essaye. On fait le mieux possible. Je trouve que le pick and roll c'est devenu intéressant dans le sens où déjà il y a beaucoup de manières différentes de le défendre. Et je pense que ça pourrait être intéressant de les nommer et d'en parler, et peut-être dans l'évaluation des duos aussi. Et l'autre chose, c'est que je trouve que le pick and roll c'est souvent vu comme une action que à deux, et c'est peut-être pour ça qu'en fait il est en train d'évoluer, parce que je trouve qu'en fait les pick and roll, le spread pick and roll, donc le pick and roll juste entre deux joueurs avec les trois autres derrière la ligne à 3 points sur les côtés, je trouve que ça c'est un peu en train de disparaître, mais je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'apparaître ou réapparaître, et c'est là où c'est un peu intéressant du coup de faire un peu le zoom sur le pick and roll, qui est en fait plutôt le zoom sur les écrans sur les porteurs de balles. Ouais, c'est ça. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, mais on va pas forcément parler de pick and roll. On va aussi parler de pick and pop, de choses comme ça, ou de plein de petits systèmes qui sont, comme tu dis, finalement plus les écrans porteurs, enfin les écrans sur le porteur de balle. Et, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont, en fait, on est toujours, et je trouve la NBA, c'est pour ça que c'est génial, mais c'est toujours un énorme laboratoire de recherche, de toujours aller plus loin, et parce que la défense s'adapte très vite en fait. Les réponses des attaques
enfin des défenses aux attaques, elles sont presque immédiates. Enfin, pas immédiates, mais elles mettent très peu de temps à arriver comparé à d'autres sports. Mais je m'égare. Mais du coup, est-ce qu'on commencerait pas finalement avec, avec un peu toutes les façons, peut-être soit d'attaquer, soit de défendre, enfin de mettre en place un pick and roll. On va peut-être pas tous les citer parce que c'est quand même super long. Mais peut-être du coup commencer par la défense et pour comprendre pourquoi les équipes s'adaptent de plus en plus aussi d'un point de vue offensif. Bah, je sais pas si ça te va, mais Ouais, bah, est-ce que ça te va tout simplement? ouais, totalement. Je pense qu'on peut même parler de, pas forcément, on va pas nommer toutes les manières de peut-être le défendre, mais un petit peu les grandes théories. Je pense qu'il y a des Les théories principes. plus, ouais, des théories plutôt, tu vois, même au-delà des principes, plutôt de la théorie sur, par exemple, quel type de pick and roll tu vas défendre. Et du coup, on pourra faire un peu le lien entre l'attaque et la défense. Par exemple, pour moi, tu as une première théorie, une première catégorie de défense qui va être un peu celle qui va tourner autour du switch. Et du coup, qui va, entre guillemets, faire en sorte de ne concéder aucun décalage sur le pick and roll, mais du coup, qui va être prête à en concéder ailleurs. Par exemple, tu vas avoir le soft switch, qui va être du coup faire un switch, peu importe en réalité que le pick and roll ait lieu et que l'écran soit pris ou pas. C'est un peu le switch instantané sur du coup les deux joueurs de l'écran pour éviter tout décalage. Alors que tu vas avoir parfois aussi le contact switch qui va être plus genre est-ce que si l'écran est vraiment pris, là on switch, mais si l'écran n'a pas lieu ou s'il est juste, par exemple, c'est un ghost screen, bah du coup il n'y aura pas, le switch qui va être mis en place. Du coup déjà tu as différents types de switch. En plus tu as aussi le peel switch, donc tu vas avoir les switch un petit peu sans ballon, où du coup c'est un petit peu les défenseurs en plus qui viennent justement du coup s'intégrer un peu dans la défense du pick and roll. Du coup je trouve que c'est une première théorie qui est intéressante et qui parle plutôt de ne pas concéder de décalage, mais par contre, tu vas concéder le fait d'avoir potentiellement des mismatchs. Ouais, ouais, ouais. Bah, même, je pense, enfin, on peut aller un peu au-delà de ça aussi, mais ce que je voulais dire, oui, c'est que la théorie du switch, c'est ça, c'est que pourquoi les gens switch, parce que si on imagine un peu, Ouais, si on théorise le pick and roll comme un truc classique, vraiment, bah, le but d'un écran, en fait, c'est de créer une un différence décalage. entre Ouais, un décalage, c'est ça. Et en fait, le but du switch, en théorie, vraiment, c'est de ne concéder aucun décalage. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bah, déjà, comme tu dis, selon le type de switch qu'il y a en face, et ben, tu as par exemple je sais que, enfin, je sais, le Thunder, tu vois, on les voit beaucoup, beaucoup insister sur ce principe de tag le défenseur on-ball. ouais, C'est-à-dire que, vu que le switch se fait au moment du contact de l'écran, eh bien, quand toi tu viens poser ton ghost screen, tu tends le bras pour le toucher pour en fait perturber le défenseur et lui faire croire qu'il y a un écran et switcher et en fait tu viens finir ta course à 3 points. Et en fait c'est un peu le même principe je trouve d'un move qu'on voit un peu justement vu qu'on voit de plus en plus de switch en NBA aussi le move aussi de beaucoup plus d'écran glissé en NBA ouais. parce que bah justement, en fait, en glissant l'écran, tu crées encore une fois ce petit intervalle de temps, mais qui est clé pour avoir un avantage sur le roll que tu n'as pas si tu joues un pick and roll un peu plus classique, où tu prends l'écran, tu attends que l'écran il soit posé, et après tu rolls, parce que ça laisse le temps aux deux défenseurs d'échanger de place, en gardant en fait les positions préférentielles pour empêcher un roll tout simplement, quoi. Clairement. Bah, en fait, par exemple, cette première théorie là du switch, elle dépend aussi beaucoup des joueurs que tu vas avoir et de leur capacité à communiquer et à bien le faire. Parce que du coup, pour arriver à être une bonne équipe de switch, eh ben, il va falloir être capable du coup de, par exemple, si tu veux faire du peel switch, faut être capable de super bien bouger à travers les écrans pour ensuite, une fois que le porteur de balle a été récupéré par un autre joueur, toi aller du coup peel switcher sur un autre joueur qui n'a pas la balle et etc. Donc ça veut dire qu'il faut des joueurs capables de bouger un petit peu partout, de bien communiquer, de bien savoir lire là, un petit peu la défense. Alors que du coup, si tu n'as pas les joueurs adaptés ou tu as des joueurs qui ont d'autres forces, tu vas pouvoir avoir je trouve, des théories peut-être un peu plus protectrices. Du coup, parce que le switch, je trouve que c'est pas une théorie agressive. On n'est pas sur du hard edge ou du blitz, peut-être qu'on tu parlera tu après. peux avoir enfin, du hard switch où vraiment
Ouais. le défenseur va monter très très fort sur le porteur, quoi. Mais en Ouais, ouais, ouais. général, non, quoi. Ouais, c'est celle que j'appellerais peut-être le switch, j'appellerais peut-être un petit peu la théorie intermédiaire, où en gros tu concèdes pas de décalage, mais tu vas concéder d'autres choses après, mais voilà, tu restes un petit peu dans cette idée de pas concéder de décalage sur le switch et plutôt laisser l'attaque faire autre Hmm. chose ensuite. Alors que par exemple, la théorie la plus conservatrice, ça va être le drop ou le deep drop, qui va être de dire vraiment on a un joueur qui est très très bas et nous, ce qu'on ne va pas concéder avec du deep drop, c'est un tir au cercle. Et je pense que c'est peut-être la plus conservatrice, avec peut-être le edge, entre guillemets, mais même le edge, tu viens déjà au niveau de l'écran, donc, ou Et le ça show. nécessite, Ouais, le edge, ouais, ça nécessite aussi déjà beaucoup plus de bonnes rotations ouais, derrière, sans lesquelles t'es morte. Alors que, oui, sur le drop, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus, mais c'est ouais, pas seulement un drop, mais c'est on vient complètement fermer les espaces, en fait, en plus du drop, c'est-à-dire sur les côtés du drop. ouais. Mais j'ai envie de dire, tu peux survivre avec un drop classique sans forcément des aides et des stuns très agressifs. Là où si tu ne l'as pas sur le edge, t'es mort, quoi. C'est ça que je voulais Ouais, dire ouais, par ouais, le c'est thé. ça. C'est là où je trouve ça très conservateur, entre guillemets. C'est que t'es Oui, vraiment un petit peu là. C'est une brique très solide que tu mets autour du cercle parce que c'est vraiment ça que tu as envie de conserver. Et c'est là où toi, tu t'es prêt à concéder des décalages ailleurs sur le terrain. Mais ce que tu ne laisseras pas, c'est cet accès-là au cercle. et puis ça laisse aussi un côté un peu, on va dire, les traditions de on défend en un contre un. Et on n'accepte pas trop, enfin on n'accepte pas trop tous ces concepts de beaucoup d'aide, etc. Et de l'aide, etc. Mais ce que je trouve intéressant, juste pour revenir sur le Switch, c'est que du coup, mine de rien, c'est quand même un mouvement, on va dire, depuis des années qui est assez en vogue. Alors pour les intérieurs, c'est un peu différent. Les vrais intérieurs de Switch, il y a Bama Debayo, il y a peut-être Nick Claxton, mais au final, ils sont pas beaucoup. Mais j'ai envie, enfin, sur les écrans de 1 à 3, 4, hein, en gros, même si les postes, bon voilà, mais sur les écrans qui n'incluent pas d'intérieur, on a quand même beaucoup plus tendance à switcher qu'il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, je trouve, du coup, c'est qu'il y a des contre-moves dont on a déjà parlé, mais c'est aussi, et ça, du coup, c'est une question un peu que j'ai pour toi dans l'évaluation de tes duos ou tes joueurs de pick and roll. Est-ce que la création après un switch, elle rentre en compte pour toi? Bah, forcément, parce que sinon, c'est trop facile de switcher. Si tu concèdes rien en switchant, mais vraiment rien du tout, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de menace en switch, c'est comme si tu avais très peu de valeur offerte, parce que du coup, il y a une stratégie pour te défendre, et du coup, en fait, la Ouais, création ou la menace doit passer par les trois autres joueurs. Donc, si par exemple, tu fais un pick and roll, tu vois, un pick and roll Jalen Brown, Jason Tatum, pour moi, il a peu de valeur dans ce sens-là. Et en plus, vu qu'il n'y en a qu'un des deux qui est un bon passeur et que c'est pas vraiment des bons poseurs d'écran non plus, enfin, tu vois, t'as beaucoup, eux, ouais. c'est un peu le bon exemple de genre, théoriquement, c'est deux bons joueurs qui peuvent jouer le poseur d'écran ou qui pourraient jouer le porteur de balle sur un pick and roll, mais qui, en réalité, si tu les mettais ensemble, auraient très peu de synergie de pick and roll parce que, à part prendre de vitesse, en fait, je pense que leur seule synergie de pick and roll viendrait du fait d'être capable de slip, vraiment de glisser très vite et de pas vraiment faire l'écran, ou même de faire des ghost screens pour récupérer Attends, un t'as shoot. dit qui comme duo exactement, juste? Jalen Brown et Jason Tatum, pourquoi j'ai dit une connerie? Non, mais du coup, pardon, ma question c'était, mais dans quel sens finalement? De qui est le porteur de balle? Bah, peu importe, en réalité, c'était pour dire que vu qu'ils sont interchangeables, Oui, ça a ok. peu de valeur dans termes de genre. Eux, Puisqu'ils c'est. amènent des défenseurs qui de base sont assez similaires Oui, en théorie, quoi. c'est pour ça que c'est plutôt Jrue Holiday et Derek White ou Porzingis du coup qui vont faire des écrans pour Tatum et Brown pour justement leur apporter le switch. Et c'est là où du coup la théorie du switch est du coup pas forcément la meilleure face aux Celtics parce que si tu fais du switch all face aux Celtics, bah du coup tu concèdes des switches et tu deviens un petit peu, tu offres un petit peu ce que les Celtics cherchent parce que les Celtics sont pas une équipe de pick and roll pour attaquer le pick and roll mais juste pour obtenir le switch. Donc c'est pour ça que la théorie du switch a ses limites dans le sens où tu ne concèdes pas de décalage, mais tu concèdes un décalage structurel au lieu de le concéder directement sur l'action.
Mais un truc qui est... Alors, il y a un exemple aussi qui serait intéressant, je pense, sans prendre forcément deux profils similaires, mais c'est prendre deux profils qui sont incapables de punir ce switch. Et tu vois, l'exemple de Mike Conley et Rudy Gobert, finalement, c'est un très bon pick and roll quand tu switches pas. C'est-à-dire que dès que eux ils ont un décalage, Mike Conley il est très fort parce que c'est un passeur qui convient bien à Gobert parce que c'est un passeur de lob et Mike Conley c'est un très bon joueur de pick and roll une fois qu'il a un peu ce décalage. Mais quand tu switches face à eux, finalement il y en a aucun des deux qui est vraiment capable d'attaquer ce switch. Et donc Est-ce je qu'il est pense pas que capable, Conley, un petit peu? Il lui reste un mini pull-up et un mini drive quand même. ouais, mais tu vois, comparé aux autres, finalement, Non. c'est pas énorme, quoi. Enfin, je veux dire comparé aux autres. Comparé au meilleur duo de pick and roll. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que si tu ne switches pas face à eux, et du coup, ça va rejoindre quelque chose qui est assez important, mais si tu ne switches pas face à eux, tu les annules. Enfin, si tu switches face à eux, pardon, tu les annules assez facilement. Tu les annihiles assez facilement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Alors que si tu ne switches pas, c'est un bon duo de pick and roll parce qu'ils peuvent exploiter ce 2 contre 1 de par l'intermédiaire de Mike Conley. Mais finalement, le fait qu'ils ne sont pas un si bon duo que ça, c'est que tu as une couverture face à laquelle tu les nullifies un peu, pas envie de dire complètement, mais presque quoi. Et je trouve que c'est important aussi du coup, mais peut-être pour faire la transition avec autre chose, mais pour un duo ou un bon joueur de pick and roll, c'est important finalement que aucune couverture ne t'enferme trop, je pense. Ouais, clairement. Clairement, en fait, le but, c'est justement de. C'est là où on va. C'est pour ça que je voulais présenter un peu les différentes théories avant de parler des duos. C'était, C'est juste. c'était la passe. C'est exactement. C'était pour justement continuer un petit peu à dire quelles sont les théories que nos duos qu'on va évaluer sont un peu capables de, du coup, d'annuler ou de punir. Du coup, il y avait cette théorie-là, un petit peu, du coup, du switch, qui est une théorie, voilà, un peu. Disons, je dirais une théorie, ouais, appelons-la la théorie du switch, un petit peu de pas concéder de décalage sur le pick and roll, mais ensuite d'avoir un décalage structurel qui est Mm. pris. Ensuite, tu as la stratégie un peu conservatrice qui est celle du deep drop. Et après, je trouve que tu aurais une catégorie qui serait celle un petit peu de la manipulation qui viendrait avec le ice ou avec ce qui est appelé un peu le weak strong. C'est quand tu essayes d'orienter le porteur de balle soit sur la baseline, donc ça c'est plutôt le ice si je dis pas de bêtises, Mm. ou soit Oui. si tu veux faire du weak, ça veut dire l'orienter sur sa main gauche. Par exemple, c'est pas mal fait sur De'Aaron Fox qui a pas vraiment de main droite et du coup qui est très orienté lui pour le coup sur sa main droite. Donc le weak cette fois c'est l'opposé, c'est pas la gauche c'est la droite, mais en gros le weak c'est d'arriver à envoyer le porteur de balle du côté où il est le Sur sa main moins à faible. l'aise. Voilà, où il est le moins à l'aise. Et du coup, ça, je trouve que c'est plus une théorie un petit peu intermédiaire de manipulation qui aussi, du coup, répond à certains types de joueurs et aussi à certains types de relations intérieures-extérieures, enfin, porteur de balle, poseur d'écran. Parce qu'il y a aussi des Mhm. contres un petit peu à ça. Par exemple, tu vois, la paire Sabonis-Fox, elle subit beaucoup de weak, donc où c'est poussé un petit peu vers la droite pour De'Aaron Fox. Mais de l'autre côté, t'as Sabonis qui va beaucoup faire des Gortat screen pour du coup que Fox puisse revenir sur sa main gauche. Donc ça c'est un peu quelque chose qui est un peu plus dans la manipulation un petit peu de l'attaque, mais qui je trouve que c'est pas une théorie forte, mais c'est une Mhm. théorie qui correspond bien à certains types de match-up. Ouais, ouais, ouais. Et dans le même style un peu, un Jalen Brunson, enfin, il se fait énormément ice parce que il y avait aussi le contexte un peu collectif déjà parce que il n'y a pas une zone où il est meilleur que quand il rentre sur l'intérieur du terrain. Donc Ouais. le but avec Jalen Brunson, c'est vraiment de l'écarter le plus possible de ce centre et de cette zone intermédiaire où vraiment il est assez létal. Et donc on fait beaucoup de ice. Et l'intérêt du ice aussi, c'est que après tu l'enfermes souvent en plus sur sa main droite où il peut pas, il a un peu plus de mal à faire la passe. Et tu peux surcharger le terrain parce que souvent quand tu fais du ice, ça veut dire que l'équipe adverse va vider le corner. Et du coup, tu peux avoir une grosse densité de l'autre côté du terrain. Et cette grosse densité de l'autre côté du terrain, si dans cette grosse densité, tu n'as pas de bons shooters, tu peux en abandonner un complètement. Et tu vois, l'exemple
je crois que oui, c'est les Warriors qui avaient fait ça face aux Knicks énormément, où en fait tu ice énormément sur Jalen Brunson pour l'orienter sur la ligne de côté, sur la ligne de touche, pardon. Et après, tu avais soit Draymond Green très souvent, et sur quelques séquences un peu Jonathan Kuminga, qui abandonnait complètement son joueur parce que je crois qu'il y avait Precious Achiuwa dans le 5, et qui venait en fait créer un 2 contre 1 avec Brunson, où on le laissait un peu driver, mais parce qu'en fait après ça créait un 2 contre 1 s'il drivait, quoi. Et justement un peu le contre-move qu'il y avait aussi à ça, c'est là où c'est drôle, c'est que c'était aussi souvent des Gortat Screen de Hartenstein, Ouais. qui venait justement le libérer pour qu'il puisse revenir un peu sur Ouais. sa main gauche. Mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que à chaque défense, t'as un peu son contre-move. Et je trouve ça et je trouve que finalement ça dit pas mal de choses sur finalement peut-être que du coup je sais pas si je spoil le podcast ou pas, mais non, mais tu vois, au final si tu dois résumer le podcast sans rentrer trop dans les détails, le meilleur duo de pick and roll, c'est celui qui a le plus de réponses presque Ouais. à tout ça, quoi. Totalement. Bah, du coup, c'est même. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle beaucoup, mais si jamais, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir des images sous les yeux, on a fait des vidéos sur comment. On les a pas nommés comment répondre au ice, par exemple, mais t'as fait une vidéo sur le Gortat Screen et à quel type de défense ça répond. Par exemple, aujourd'hui, on a sorti une vidéo, la Short Action, qui répond à une autre théorie de défense de pick and roll, mais du coup, à chaque attaque, il y a une défense, et à chaque défense, il y a une attaque, et ça dépend beaucoup des forces des joueurs en présence. Mais du coup, c'est là où le pick and roll est hyper intéressant, c'est que c'est un peu une partie d'échec où les pièces ont été distribuées de manière à que chacune des réponses, en tout cas chacune des pièces puisse être attaquée, et aussi une méthode de défense dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, et qui est je trouve qui est très... C'est très prenant à suivre Ouais. une match-up de pick and roll, justement, par exemple avec Denver, qui a une qui a une défense, elle, qui est plutôt agressive sur le porteur de balle. Donc eux, ils vont plutôt blitzer, ce qui est une manière, entre guillemets, d'envoyer deux joueurs sur le porteur de balle au moment de l'écran. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça génère un 4 contre 3 derrière un petit peu cette défense-là. Et c'est du coup comment tu gères ce 4 contre 3 momentané le temps que Jokic reprenne position en défense. Et du coup, à ça, t'as plein de possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, du coup, la short action qu'on a mis en vidéo hier, c'est une façon d'attaquer le Bills. Mais c'est quelque chose qui avait un peu disparu, la short action, parce que par contre, contre du drop, ça marche pas du tout. Et vu que le drop a un peu explosé dans ces dernières années et qu'on a fait beaucoup moins de blitz, parce que du coup c'était trop agressif et pas assez conservateur et que ça ouvrait trop le cercle, et du coup tu avais moins de short action. Et maintenant qu'on revient un peu plus à différentes défenses sur le pick and roll, parfois plus de blitz pour sortir le ballon de la main du porteur de balle, et on retrouve un peu plus de short action. On a vu avec New York, on en a vu beaucoup avec Minnesota aussi. Minnesota, ouais. Et parce que justement Minnesota a battu Denver beaucoup là-dessus, en fait, en faisant sortir Jokic, et le pick and roll Conley-Gobert, vu que si tu switch ou tu blitz, tu les annules un peu. Par contre, si tu passes par Karl Anthony Towns, sur de la short action, tu récupères un peu le décalage que tu avais créé à la base. Du coup, c'est vrai que je trouve ça assez passionnant, ce truc-là. En réalité, le pick and roll va forcément créer un décalage. Il va soit être structurel si tu switches, et si tu switches pas, il va être quelque part sur le terrain. Mais en gros, le pick and roll crée une bulle d'air. Tu sais, c'est un peu comme si tu mettais un film protecteur sur ton écran. Le pick and roll, c'est un peu cette bulle d'air que tu peux jamais complètement effacer. Ouais, je vois. Mais alors du coup, ce qui est intéressant, et je pense qu'il est peut-être le schéma le plus intéressant, parce que c'est peut-être le schéma le plus utilisé, et pourtant c'est le schéma avec le plus de contre-move, j'ai l'impression, c'est le drop. C'est le drop, et un peu, on va dire, la théorie du drop. Donc là, on est vraiment beaucoup moins dans de la comment dire, dans de la manipulation défensive, mais on est beaucoup moins dans ce pari de ok, allez-y, faites ça, jouez ce 4 contre 3, on vous donne ce 4 contre 3, on fait le pari qu'on va réussir à le défendre. Et en fait, le drop, ce qui est intéressant, c'est, je pense, de dire pourquoi c'est tant utilisé. Parce que
ça te permet de protéger ton cercle le mieux possible. Je pense que c'est assez factuel. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pourtant le move enfin la défense qui a le plus de contre-move. Parce que bah, tu peux avoir le pick and pop, évidemment, et tu peux avoir un joueur qui snake le pick and roll, tu peux avoir le Gortat screen, tu peux avoir du coup la menace de lob très très agressive, et tu peux même avoir le floater. Donc au final, c'est assez marrant, mais à part le alley-oop, enfin la menace de lob, alley-oop, voilà, au final, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de contre-moves, mais aucun n'arrive à créer des tirs au cercle très souvent, et du coup, c'est pour ça, je pense, que le drop est tant utilisé, parce que mine de rien, c'est ce qui permet de défendre le plus et le mieux ton cercle, et de mettre dans les meilleures dispositions tes protecteurs de cercle. Et je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais ce qui est aussi intéressant, je trouve, en NBA, c'est qu'on voit de moins en moins de drop, juste drop, justement, comme on en parlait avant, et on voit de plus en plus de drop avec beaucoup de stunts pour un peu forcer ces porteurs de balles quand ils attaquent le 2 contre 1 à soit arrêter leur dribble très vite et donc le défenseur peut un peu reculer encore plus et être sur la menace de lob, ou plein de petites choses comme ça pour encore plus améliorer ce drop aussi défensivement, quoi. Bah, clairement, le drop se suffit plus à soi-même. Je pense que ça a été. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a une évolution en point NBA, t'as un premier niveau, et puis après, bah, du coup, on trouve des réponses, mais tu peux apporter d'autres problématiques ou tu peux apporter d'autres solutions en gardant un petit peu le socle du drop comme approche, mais tu vas y rajouter des stunts ou tu vas y rajouter potentiellement le fait d'avoir un joueur un peu plus safety comme bah, tu vois, tu as eu Yanis. Parce que du coup, le deep drop, par exemple, ou le drop de Brook Lopez qui restait proche du cercle, il était permis parce que en plus d'avoir des joueurs qui naviguaient bien les écrans, tu avais aussi des mecs un petit peu en aide, un peu plus sur les aides, qui étaient capables d'être agressifs ou de faire un peu le safety. C'est pour ça que ça marche bien à Boston aussi. À Boston, par exemple, une des choses qu'on n'a pas trop parlé, c'est le switch avant. C'est le switch avant. Le pré-switch. Le switch, ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est un nom un peu plus. Je crois que c'est un nom un peu plus stylé que le pré-switch, genre le scram switch ou un truc comme ça. Enfin, bref, je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que si tu switches avant que ton. En gros, l'idée c'est de. L'équipe adverse va vouloir créer un pick and roll entre leur meneur de jeu et leur pivot, on va dire de manière très basique. Et toi, tu veux éviter que ton pivot se retrouve à défendre le pick and roll parce que tu as envie de le garder proche du cercle. Bah, du coup, tu vas envoyer un autre joueur de ton équipe défendre sur le pivot adverse pour que quand le pick and roll ait lieu, ton pivot soit toujours proche du cercle. Mais en réalité, ça on appelle ça du coup roamer, mais la réalité c'est que c'est un deep drop caché derrière un switch. Oui. Mais du coup, tu retrouves une théorie qui est de ne pas concéder le décalage, et en fait, tu ne concèdes pas le décalage au début, pour pouvoir le concéder après, tout en gardant ton approche un peu conservatrice. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça se complexifie de plus en plus, et c'est là où c'est hyper intéressant de suivre du coup un pick and roll. Et du coup, dans un pick and roll, ce qui est hyper intéressant si on regarde un match, c'est de ne pas regarder le ballon. Ce qui est pas du tout naturel pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, mais c'est hyper surtout que si par exemple tu regardes je sais pas, les Hawks, tu sais qu'il va y avoir une action sur 5, ça va être un pick and roll. Peut-être une action sur 4. Mais du coup, vu que tu sais déjà ça, tu n'as pas forcément besoin de regarder le ballon parce que tu sais ce qui va se passer. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder de ce qui se passe autour pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'il y a à côté de ce pick and roll-là. Et en plus de ça, comment la défense s'y prépare. Ouais. Et ce qui est même intéressant aussi, je trouve, c'est un peu, du coup, ce qu'on disait au tout début, mais à quel point, en fait, comment l'attaque, prépare son pick and roll. C'est-à-dire, en fait, le but du pick and roll, malgré tout, c'est de créer un 2 contre 1 au sein de ta raquette, au sein de la raquette adverse. Et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de pick and roll classique, parce que du coup maintenant les défenses, comme on l'a dit, elles savent un peu y faire, et elles viennent boucher cette zone. Tu regardes Boston sur les finales, bon, c'est aussi parce que Dallas n'a pas forcément un bon spacing, mais sur tous les pick and roll, t'as Jrue Holiday qui vient faire l'aide et en fait bloque complètement la zone intermédiaire et le drive à Luka Doncic. Et du coup, je trouve ce qui est fascinant,
quand tu regardes un pick and roll, c'est de voir un peu tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un leurre qui est fait à l'opposé? Est-ce qu'il y a, je sais pas, mais un premier écran, du coup un RAM screen Ouais. pour créer un premier décalage en fait, et que le joueur qui attaque le pick and roll, eh ben, il l'attaque en fait déjà avec un premier décalage. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est pas forcément des pick and roll à forcément parler, mais tu vois un peu tous ces concepts, toutes ces actions quand tu fais une zoom action. Le but de la zoom action, c'est que en gros, le gars qui vient jouer un pick and roll, eh ben, il a déjà fait un main à main et donc il a déjà pris un écran en fait. Ouais. Et il est déjà lancé en pleine course. Donc il n'y a pas en fait, ça amplifie. Le but, c'est vraiment d'amplifier le décalage pour essayer de recréer ce 2 contre 1 qu'on n'arrive pas à créer avec un pick and roll classique. Et du coup, ouais, je suis assez d'accord qu'il y a tout ça un peu de comment réussir à forcer un peu ce 2 contre 1 et mettre un peu l'intérieur dans une situation euh, un peu inconfortable finalement. Et la défense dans une situation un peu inconfortable. Et du coup, ça peut amener à plein de possessions que je trouve assez intéressantes avec des systèmes comme ça. Bah, du coup, notamment, tu vois, un Jalen Williams, je trouve, c'est là où il est très fort, c'est que il arrive à attaquer suffisamment rapidement pour forcer le late switch de l'intérieur. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, t'arrives avec tellement de vitesse et le défenseur de base du porteur de balle est tellement loin que si tu attaques suffisamment loin et que tu crées suffisamment d'écart avec ce défenseur, et ben du coup le défenseur intérieur qui défend normalement un 2 contre 1, ben il se retrouve un peu forcé de défendre ce joueur-là, quoi. Et du coup, ouais, c'est assez fascinant de voir tous ces petits contre-moves. Je trouve même... Alors je sais pas si c'est offensif ou défensif que je préfère. Sans doute offensif en vrai. Ça dépend si c'est. En fait, ça dépend. Si... Moi, ceux que j'aime, c'est ceux qui sont pour exploiter un défaut un peu structurel. Et du coup, que ce soit offensif ou défensif, quand c'est pour appuyer là où ça fait mal, je sais pas, peut-être peut-être que j'ai un côté un peu sado, j'en sais rien. Mais le truc, c'est genre, ouais, si ça peut appuyer là où ça fait mal, un petit peu dans l'approche tactique, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu mets un petit peu l'équipe d'en face à ses propres défauts et quelle du coup solution l'équipe d'en face va réussir à apporter. Donc que ce soit offensif ou défensif, quand c'est pour appuyer là où ça fait mal et voir comment en face ça réagit, je trouve que c'est là où c'est intéressant. Et c'est surtout le deuxième niveau de une fois que l'équipe a apporté un correctif, qu'est-ce qui se passe. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est un peu tout ce jeu de réussir à sortir la défense de sa couverture, quoi. Ouais, Finalement, c'est un peu ça le but de toute cette manipulation, quoi. clairement. Et aussi, du coup, à l'inverse, en attaque, le but c'est d'arriver à sortir la défense de l'attaque de ses habitudes un petit peu et de ses zones préférentielles. Mais Ouais. Et c'est ce que Boston a, je trouve, enfin, incroyablement fait face à Dallas, quoi. ouais, bah clairement. Et en plus, ils ont retiré beaucoup, ils ont retiré tellement de choses à l'attaque de Dallas, tout en ayant été une équipe qui était impossible à défendre parce qu'elle est dans un tel spacing que peu importe un petit peu ce que tu vas lancer comme à l'approche défensive à leur pick and roll, bah il y aura toujours une réponse parce il y a trop d'espace dans lequel tu peux naviguer. Et c'est là où c'est intéressant, je trouve que, tu vois, on a parlé un petit peu des théories défensives, donc on a parlé de la théorie un petit peu quoi regarder en défense, est-ce que c'est une défense qui est plutôt conservatrice, est-ce que c'est une défense plutôt manipulatrice, donc plutôt à essayer de pousser d'un côté ou l'autre du terrain, est-ce qu'elle va tout switcher, ou est-ce qu'elle va être plutôt agressive sur le porteur de balle. Je pense que ça c'est un peu les choses à regarder quand on regarde la défense, alors qu'en attaque, les choses qu'on devrait regarder, en tout cas qui peuvent être intéressantes à regarder, c'est à quelle hauteur intervient l'écran, Oui. combien d'écrans, et sinon, si c'est pas la hauteur de l'écran, c'est à quel niveau de côté du terrain l'écran intervient. Et, et Et pardon, vas-y. est-ce que les deux derniers trucs, ce serait est-ce que les corners sont remplis ou pas. Et le dernier truc, ce serait qui fait l'écran et qui porte le ballon. Bon, ça fait beaucoup de trucs, mais c'est le lieu de l'écran, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il est un côté en haut, à droite, à gauche, où est-ce qu'il intervient dans la géométrie du terrain, cet écran. Et ensuite, ce serait combien de joueurs font un écran et quels sont-ils par rapport au porteur de balle. Et je pense qu'à partir de là, déjà, tu peux qualifier pas mal
tu peux un petit peu essayer de comprendre ce que l'équipe est en train d'essayer de mettre en Ouais. place. Parce que le but aussi, c'est de comprendre pourquoi ils font ça. Oui, Pourquoi tu ramènes deux écrans? C'est souvent pour sortir un intérieur ou des choses comme ça. Ou pourquoi tu fais un écran haut? Pourquoi les Mavs ont fait tant d'écrans hauts face aux Wolves? C'est pour créer des poches d'espace immenses à Luka Doncic et ouais. forcer un peu Rudy à, même s'il est en drop sur lequel ça marchait très bien, à jouer un peu plus haut que là où il a l'habitude finalement. Et plein de petites choses comme ça. Et je rajouterais juste un truc, c'est finalement, est-ce que l'écran est réellement posé ou pas? Oui, aussi. Et Et ça parce que ça, intervient après, je trouve. Moi, ce que je disais, c'est plus avant que l'écran ait lieu. Déjà, c'est les premières choses que ouais, tu peux regarder. regardez la course du joueur qui vient poser l'écran, Ouais, quoi. ouais, Ou des ouais, ouais. joueurs. Ouais, c'est ça, la vitesse à laquelle il intervient. Je pense qu'il y a le lieu, il y a qui, et il y a la vitesse à laquelle un petit peu le pick and roll intervient. Hmm. Parce que le qui, il est intéressant Ouais. aussi. Parce que, après, j'avais écrit plein de questions pour toi, du coup. Mais non, c'est l'interro surprise. Non, mais le qui, il est intéressant parce que je trouve la difficulté de l'exercice, et il y a plein d'équipes qui sont le bon exemple pour ça, c'est qu'on va essayer peut-être après de faire des duos de pick and roll. Mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, des vrais duos, il y en a plus tant que ça. Tant en fait, il y a beaucoup d'équipes qui font selon la match-up et qui ont beaucoup de poseurs d'écran potentiels et beaucoup de porteurs de balles potentiels. Tu vois, Boston, OKC, tu vois, il y a plein d'équipes comme ça où finalement, tu as beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent porter la balle. Et même Denver, bon, certes Denver, il y a Jokic, mais même Denver, on voit certains pick and roll où c'est Aaron Gordon qui porte la balle parce que du coup, s'il a Gobert sur lui, ça fait que Gobert, il doit défendre le porteur de balle du pick and roll et ça l'embête un peu. Mais bon, Denver, évidemment, le pick and roll, ça reste Jamal Murray, Nikola Jokic. Mhm. Mais tu vois, je trouve que le qui vient poser l'écran, il est de plus en plus dur à définir tant c'est diversifié en fait. Mais totalement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de faire un épisode qu'on a appelé genre sur les top 10 des duos de pick and roll. Alors qu'en réalité, on parle pas du tout que de pick and roll, mais on parle de tous les types d'écrans sur le ballon. Et on va pas forcément parler que de duo. Donc en fait, le titre de l'épisode, ou en tout cas comment on l'a. Mensonger. Il est mensonger. Mais de toute façon, on est des gros mythos. Les gens, ils pensent qu'on regarde les matchs alors qu'on regarde que des tableaux Excel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas capable de parler de pick and roll correctement. Et du coup, c'est un peu Oui. le truc de. Mais tu vois, si on va expliquer, genre, sinon le titre il est à rallonge et on s'en sort jamais. Et donc, déjà qu'on a du mal. Après, on n'a pas encore publié l'épisode, on peut C'est changer vrai. d'avis. Hein. Mais on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Mais dans l'idée, en tout cas, on voulait l'appeler, ouais, les 10 meilleurs duos de pick and roll pour parler un peu du pick and roll. La réalité, c'est qu'on n'est pas que sur du pick and roll parce que parfois il y a plusieurs picks, parfois il n'y a pas de pick, parfois et ça roll pas, ça pop, parfois ils sont plusieurs. Enfin bon. Et c'est parfois pas que des duos. Donc c'est vrai que ça va au-delà de tout ça, mais c'est quand même un aspect très structurel de l'attaque des équipes. Et il y a quand même, quand tu regardes un petit peu la physionomie d'un match, tu te rends compte que c'est quelque chose qui, même s'il intervient un peu moins qu'avant, apparaît toujours très souvent et sous différentes formes. Et on aura sûrement encore de nouvelles formes l'année prochaine. C'est ça qui va être trop cool. Ouais. Et en plus, je sais pas, je trouve qu'on voit vraiment de plus en plus de pick and roll inversé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une surréaction Oui, complètement à la pré-saison aussi. Mais là, les matchs de pré-saison, j'ai vu quoi? J'ai vu, oui, Hartenstein, Chet Hartenstein qui joue un pick and roll avec Caruso. J'ai vu Booker qui pose un écran à KD. J'ai vu aux Rockets, c'était quoi? C'était Rich Shepard, il pose des ghost screens dans tous les sens. Enfin, tu vois, je sais pas, peut-être que je suis en plein trip, mais j'ai l'impression que ça se. Et en même temps, ça se comprend. Parce que faire des pick and roll inversés, c'est aussi mettre une défense dans une position inconfortable. Parce que si le défenseur de Booker, il doit défendre comme un intérieur, forcément qu'il n'a pas l'habitude. Et donc, ça t'offre encore une position un peu d'avantage par rapport à la défense. Et ça met la défense dans une position de faiblesse. ouais, totalement. Et puis, encore une fois, on est dans le vouloir sortir la défense de sa zone de confort et sortir les joueurs de leur fonction habituelle. Et Mm. du coup, ouais, quand tu as une équipe qui s'entête à faire du switch all, par exemple, tu vas essayer de trouver un moyen de le punir.
comme c'est une équipe qui s'entête à faire du deep drop, et bah, tu vas trouver un petit peu un moyen de la punir parce que le but, c'est de sortir les équipes adverses et les joueurs adverses de leur zone de confort et de leur schéma habituel. D'où le fait d'avoir des pick and roll inversés. Clairement, tu passes un peu la photo en négatif et tu vois si ça rend toujours aussi bien, quoi. Mais du coup, avec tout ça, je trouve que ce qui est cool, et on l'a beaucoup dit, mais c'est que du coup, tu as une énorme diversité de profils qui peuvent être dominants sur pick and roll, tu vois. Si on passe vraiment au côté un peu scouting, si je résume un peu les questions, pour toi, c'est quoi déjà, est-ce que le porteur de balle et le poseur d'écran sont tout aussi importants l'un que l'autre et un peu et, 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 et pour toi un peu bah du coup alors là tu vas peut-être partir sur un monologue interminable mais c'est quoi les qualités importantes pour chacun d'entre eux. On peut faire dans l'ordre si tu veux mais voilà un peu. Super, c'est fantastique les questions. Je suis bien préparé en plus, c'est top. Euh, déjà, lequel des deux est le plus important? Euh, c'est un peu réducteur, mais enfin, je sais pas si c'est réducteur. De toute façon, il faut faire un choix. Mais je pense que c'est clairement le porteur de balle. Ouais. Je pense que assez clairement dans le duo de poseur d'écran, porteur de balle, je pense que le porteur de balle est. Enfin, je vois pas dans quel monde c'est l'inverse. J'arrive pas à situer un monde où ça a été possiblement l'inverse parce que je pense que surtout dans un tel spacing maintenant, et je pense que c'est beaucoup plus réduit, ce qui est pas capable de faire sur une fois que t'as posé l'écran, ça demande moins de skills, entre guillemets, vraiment de compétences. Et en plus, il y a moins d'attention portée au poseur d'écran qu'il y en a sur le porteur de balle. Par exemple, il y a pas Ouais. on va pas blitzer le mec qui pose l'écran. Les mecs, ils vont pas arriver à deux dessus alors qu'il est juste en train de, genre, d'être droit comme un piqué, entre guillemets. Donc, tu as quand même beaucoup plus d'attention qui est liée au porteur de balle. Déjà, tu as le ballon. Donc, dans tous Ouais. les cas, tu es le plus important. Donc, Pour moi, enfin, c'était un peu ça, ouais, l'argument, quoi. ouais, ouais, oui. Déjà, tout simplement, vu que t'as le précieux, t'as l'anneau, voilà, genre, Sauron, de toute façon, voilà, c'est toi qui va prendre. Donc, Tout le c'est monde te regarde. c'est ça demande beaucoup plus. Je pense que les qualités aussi requises pour être un bon porteur de balle sont beaucoup plus diversifiées. C'est Ouais. là où tu peux pas faire des pick and roll inversés, genre n'importe comment. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, potentiellement, donc comment on va classer nos duos. Moi, j'ai un duo que j'ai en tête qui va être bien classé parce que les deux peuvent être les poseurs d'écran et les deux peuvent être les Ah, porteurs de waouh. balle. Tu vois, et donc là, forcément, tu es dans un truc où ça commence à être encore plus délicat à défendre parce que tu as un peu ce côté inattendu où c'est. Enfin voilà, directement, tu sors l'équipe adverse défensive, tu vas la faire sortir de ses fonctions parce que tu fais des choses qui sont assez uniques et ils sont des duos qui peuvent faire ça. En tête, là, j'en ai deux. Qui peuvent faire les deux Ouais, dans les deux positions. ouais. J'en ai peut-être trois, je sais pas. Ouais, Peut-être. ouais, Trois, quatre. Je sais pas. En fait, il y en a, le problème, c'est, tu vois, il y en a qui sont pas qui peuvent le faire, mais le duo phare et c'est pas le duo phare de l'équipe. Donc, je les ai pas considérés. Tu vois, je sais pas si tu as considéré un Austin Reeves, LeBron James, par exemple. Mais Eh ben, bon, j'ai c'est peut-être pas failli, le. Ah! mais non. Et tu vois, eux, ils peuvent être chacun Ouais. dans les deux positions, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais oui, bah après, donc, on va essayer de classer les 10 meilleurs. Donc, dans les 10 meilleurs, il y a aussi une notion de volume. Parce que Ouais. sinon, dans Ouais, ouais, bah. l'idée, oui, sinon, tu pourrais classer des choses un peu plus. Par exemple, tu vois, il y a un duo que j'ai pas du tout classé parce qu'en plus, c'est même pas vraiment du pick and roll, c'est plus une notion de end-off, parfois de get action. Mais tu vois, Jalen Brown, Porzingis, je trouve que c'est un duo qui est très bon dans le sens où Porzingis peut lui shooter à 3 points et en plus porter un peu enfin, faire des bonnes passes depuis la ligne à 3 points en périphérie, alors que Jalen Brown n'est pas très bon balle en main, mais peut très bien cut, par exemple. Donc, Hmm. eux, je trouve que c'est un bon duo de genre poseur Oui, d'écran, porteur de balle. de Et role player des Celtics, ouais, quoi. voilà, c'est ça, mais plus sur du presque du end-off, tu vois. Donc après, Ouais, ouais. c'est un peu plus secondaire. Bah, tu vois, le end-off, c'est un peu différent parce que du coup, bah, tu changes qui a la balle aussi.
mais Ouais. du coup, c'est pas le sujet du jour. Non. C'est pas le sujet du Même jour. si ça, Mais même ouais, si ça pourrait rentrer dans les pick and roll, hein. En c'est réalité, vrai, c'est vrai. à quel point un end-off, enfin, je veux dire, quand on parle de pick and roll, Le principe, c'est le même. on parle d'écran sur porteur de balle. Bah là, c'est porteur de balle qui pose un écran. Bah, en réalité, un end-off, c'est pas juste une get action d'un mec qui part de plus loin. Ouais, oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, mais bon. En tout cas, je sais pas, mais ce que, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as dit que le volume, il était important. Et du coup, il y en a certains, bon, on en reparlera, mais j'ai eu un peu de mal à les classer, en fait, tout simplement. Mm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, je trouve pour un porteur de balle, tu as énormément de qualités qui sont requises et qui sont requises quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Là où j'ai l'impression que pour le poseur d'écran, tu peux avoir une seule qualité élite et être du coup rentré dans le duo du meilleur duo de pick and roll, tu vois. Ouais. Bah, en fait, je trouve que ça dépend aussi de la période qu'on regarderait. Et je trouve que la période qu'on regarde maintenant, c'est peut-être celle qui demande le plus de qualité à un porteur de balle. Oui, 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 mais oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais tu vois, je trouve que juste sur le poseur d'écran, entre guillemets, si c'est pas forcément un bon poseur d'écran comme Steven Adams ou Ouais. je sais pas, comme Isaiah Hartenstein ou un joueur comme ça, mais que c'est, entre guillemets, juste, une menace de pop en fait énorme, bah tu vois, ça fait que c'est quand même un bon joueur à coller avec un bon porteur de balle. Mais du coup, c'est pour ça que ouais, je trouve que en fait, les qualités qui sont demandées à un porteur de balle aujourd'hui en NBA sur pick and roll, c'est ouais, c'est très exigeant quoi. C'est très exigeant et en vrai, si tu veux, bah je sais pas si tu as préparé, mais Pas on du peut tout. faire un peu la liste. On peut faire un peu la liste de bah du coup question surprise, mais non mais pour toi, qu'est-ce qui serait important pour un porteur de balle de pick and roll? Euh, Voilà, je saurais pas. En fait, j'ai peur d'en dire une en premier et qu'on pense que c'est la plus importante, mais Ah non, non, non. Oh, moi j'ai pas d'ordre, hein. Moi j'ai juste des trucs comme ça à droite bah, à gauche quoi. le shoot, pour moi, Ah ouais? genre, bah, je pense que je regarde les mecs là dans mon top, genre, Mhm. genre les mecs, c'est quand même des mecs qui peuvent pull up à 3 points. C'est quand C'est même des vrai. mecs qui C'est vrai que font. putain, je viens de me faire la liste. Tu te poses la question de savoir si tu passes en dessous dans tous les cas, c'est déjà plus compliqué. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est Ouais, peut-être ouais. là où tu vois, genre, par exemple, un Chris Paul qui a un peu vieilli et qui peut plus vraiment pull-up à 3 points. Tu vois, je pense qu'il perd un peu potentiellement en valeur là-dessus parce que du coup, tu peux avoir, du coup, directement, tu sais que tu vas pouvoir être plus conservateur dans ton approche défensive. Alors que si le mec il shoot, au moins il les prend, tu sais qu'il va. Pas forcément un mec qui va en mettre à 45%, genre on n'a pas besoin d'être Stephen Curry. Genre s'il est à 28% et qu'il en prend 6 par match, c'est bon ou pas? Non, non, mais, non, mais dans l'idée que c'est une menace sur pull-up, je pense que ça reste. C'est pas le plus important. Mais Oui, si tu mais veux. pour départager l'élite, Ah ouais, bah c'est ouais. important. Ah bah oui, c'est même. Je pense que c'est même peut-être un des éléments qui fait que tu seras le premier ou pas. Ensuite, le dribble. Ouais. Je pense Moi, que. Ouais. ouais. Moi, je pense que je sais pas, mais je trouve un truc ultra important, c'est la gestion de son rythme et de son propre rythme, tu vois. Le dribble, ça aide à ça pour moi. Oui, c'est un peu un pas, ça va ensemble, tu vois. Mais à quel point t'es capable de vraiment, en fait, ben, vraiment décélérer et réaccélérer. Et ça, finalement, je trouve, tu vois, des porteurs de balles qui savent faire ça, il n'y en a pas non plus des masses, quoi. Il n'y en a Ouais, pas non plus énormément, je trouve. mais ça, tu vois, je trouve que c'est plus un skills genre moléculaire. Et à l'intérieur de ça, il y a des skills atomiques. Genre, à Oui, l'intérieur du skills de genre de gérer son propre timing ou de pouvoir jouer à son propre tempo, t'as le skills moléculaire du dribble, t'as celui du footwork. non, atomique, du coup. Oui, Attends, oui, soyons t'as le précis. skill atomique du coup du dribble, du footwork, de la vision de jeu et de la lecture un petit peu du jeu et de l'espace. Et pour Ouais. moi, du coup, après, voilà, c'est un truc qui regroupe pas mal, mais je pense que
parce que tu peux avoir certaines de ces choses-là, et pas forcément toutes. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, là, hier ou avant-hier, en préparant la vidéo de la short action, du coup, je me suis refait quasiment un match en entier de Steve Nash contre les Spurs en 2010. Ouais, le dribble, ce dribble, genre, c'est cette capacité à garder le dribble en vie et de dribbler, mais ouais. proche du sol, mais c'est vraiment genre le ballon. Mais c'est ça. Moi, j'allais dire ça. Pas fenêtre d'air, quoi. Ouah, c'est bluffant. J'allais dire, c'est ça, un truc qui est ultra important, en fait, c'est de réussir à garder, du coup, pour gérer ton rythme, on va dire, bah, du coup, avoir le skill atomique d'avoir un dribble, en fait, que les gens peuvent pas intercepter, quoi. Ouais. Et bah, du coup, le meilleur moyen, c'est de dribbler très bas. Et du coup, bah, en soi, je trouve que t'as certains petits, comme Steve Nash ou comme même Bronson, qui sont ultra avantagés. Et après, sinon, tu as aussi, bah, du coup, le skills aussi de juste être capable de descendre ton centre de gravité ultra bas, quoi. Et ça, c'est... Mais du coup, ça rentre dans le truc du dribble. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça rentre un peu dans ce truc en fait, d'être capable d'arriver dans cette zone derrière l'écran, finalement, et d'avoir un dribble tellement sûr que ça te donne le temps de manipuler la défense, concrètement, quoi. Ouais, après, tu vois, en termes de taille, pour moi, un des mecs qui le fait le mieux, le dribble, à la limite proche du sol entre les jambes pour changer de direction, c'est pas un des plus petits de la liste. Hein. Ah ouais? Bah, pour moi, le meilleur Attends, je réfléchis. Pour moi, le meilleur à ça, c'est Doncic, en vrai. Oui, oui. Et lui, c'est vrai. Lui, c'est vraiment... Mais je crois que c'est Ben Taylor qu'on avait fait une vidéo il y a quelques années, genre, la manière à laquelle il arrive de changer d'angle super vite en étant hyper proche du sol avec ses dribbles entre les jambes, d'ailleurs le dribble entre les jambes c'est vraiment un truc qu'on parle peu et qu'on étudie peu, mais c'est vraiment un truc c'est un outil qui est tellement important pour changer de direction rapidement sans te faire prendre la balle et pouvoir repartir en plus parce que du coup tu es souvent proche du sol donc tu peux te propulser après. C'est un skill qui est un peu en tout cas c'est un outil qui est un peu pas sous-estimé, mais sous-discuté. Voilà. C'est un truc dont on parle peu, presque pas. Je pense que, tu vois, dans ce truc, je pense que tu as aussi un peu un... Je pense que Bronson, il est pas dans le même style que Doncic. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Lui, c'est parce que lui, sa taille, du coup, son joue pour lui. Oui, voilà. Le centre de gravité joue beaucoup, alors qu'il y a vraiment plus une notion de... C'est là où c'est plus impressionnant, d'ailleurs, je pense. Doncic. Ouais. Ouais. Et je sais pas, un autre, tu vois, mais qui est aussi, encore une fois, dans un style super différent, mais finalement aussi qui perd très peu de ballons là-dessus. Mais c'est moins sur du pick and roll pur, c'est aussi sur de la création pour lui-même, mais c'est SGA, je trouve. Et lui, il a ce côté où, en fait, il a tellement des longs bras que ça joue aussi beaucoup pour lui. Et lui, il a vraiment ce côté où aussi il baisse beaucoup plus son centre de gravité parce qu'il est grand, quoi. Ouais. Du coup, on a parlé du dribble, on a parlé du tir. Du coup, je suppose qu'on va parler de la passe. Ça va, genre, on s'est fait genre, c'est une question hyper compliquée. En fait, c'est genre les 3 trucs basiques du basket, c'est pas grave. Mais après, on a regroupé de ça. Après, je sais pas, moi je regarde pas les matchs. Je regarde pas les matchs non plus, j'ai pas le temps. Je sais pas que ça à faire. Bah oui. La passe, mais du coup, il y a la passe des deux mains, des deux côtés, dans les angles différents, par-dessus, par-dessous. Enfin, la passe, c'est quand même, genre, c'est pas que la passe. Tu vois, je repense encore à... C'est trop simple de dire « Oh, c'est un bon passeur ». Oui, tu vois, c'est un bon passeur. Tu vois, il y a un mec qui fait une passe, c'est un bon passeur. Un mec qui fait une passe, c'est un mauvais passeur. Voilà. En vrai, il y a un peu ce truc-là de... C'est quoi un bon passeur? En vrai, on a fait 2 heures avec Guillaume là-dessus. Donc, si jamais vraiment vous voulez savoir c'est quoi un bon passeur, allez écouter le Basket Lab. Il y a 2 heures là-dessus. Mais il y a un peu ce truc-là quand même sur le pick and roll de... Il faut être capable... Et là où la taille, du coup... revient parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, on a parlé des petits pour le dribble. Là, au contraire, pour la passe, ce qu'il faut, c'est être grand. En tout cas, c'est mieux parce que tu veux pouvoir passer par-dessus entre guillemets la défense ou trouver le plus d'angles possible à la passe. En fait, attends, juste si je te coupe, pardon. Vas-y. Coupe-moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois ces joueurs petits. Bah finalement, si tu prends un peu l'exemple de Steve Nash, l'exemple de Jalen Brunson, l'exemple même peut-être d'un Trae Young, même si Trae Young il est peut-être, je sais pas à quel point il est beaucoup différent, mais même d'un Maxey
ou des joueurs comme ça, c'est que c'est des joueurs qui, vu qu'ils sont petits, déjà quand tu les trappes, ils sont incapables de passer par-dessus. Trae Young, Et il donc, peut. C'est voilà, c'est dur. pour ça que Trae Young, non mais c'est pour ça que Trae Young il est différent. Mais tu vois, Brunson et Steve Nash, bah du coup, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup pour les libérer et pour exploiter ce décalage? Bah du coup, on utilisait beaucoup de short action, Mhm. tu vois, parce que eux, ils sont incapables de faire du coup la passe qu'il faut entre guillemets, enfin la passe ultime plutôt entre guillemets. Et du coup, il faut qu'ils passent par un intermédiaire et par ce fameux du coup connecteur. Mais le fait finalement qu'ils soient pas capables de faire la passe au-dessus, la passe skip pass, etc. Bah, ça fait que leur qualité de passeur, bah, elle est vachement diminuée parce que leur possibilité de passe est vachement réduite à bah, la pocket pass, quoi, en gros. En Ouais. gros. Et encore, Steve Nash, il avait la capacité à faire survivre le dribble et du coup à pas trop Et contourner. pas trop subir la trappe, faisait qu'il arrivait à justement décaler un petit peu son corps et ses épaules et ses bras pour trouver des angles de passe assez ouf quand même. Et oui, là, je caricature évidemment, hein, mais c'est plus, tu vois, genre, un Doncic, si tu reprends l'exemple, lui, s'il se fait trap ou s'il se fait edge, t'as pas besoin de mettre en place des systèmes trop élaborés pour exploiter ça, quoi. Parce que lui, il peut faire, en fait, globalement n'importe quelle passe, quoi. Ouais, voilà, totalement. Et du coup, c'est un peu ça. Et puis après, c'est du coup, la passe, ça va être du coup, il les angles, être capable de les faire des deux mains, entre guillemets. Là, je pense à Ouais. James Harden, qui était plus un joueur un peu gaucher, dans le bon sens du terme, mais du coup, dans le sens aussi littéral de passer par la gauche, comme des Aaron Fox aussi. Donc, tu as un peu ce truc-là de pouvoir un peu, encore une fois, faire dans tous les sens, dans tous les angles, de tous les côtés. Mais oui, la passe, ça reste hyper important. Mais je sais pas, tu vois, en fait, le pick and roll et du coup, je me demande à quel point c'est important. Mais d'un autre côté, pour séparer l'élite, je pense que c'est clé. Mais ouais, Ouais. c'est pas. Oui, je pense que pour séparer l'élite, c'est clé. Mais tu vois, des trois, je pense que le handle, la capacité à vraiment un peu le truc atomique du tempo, donc les footwork, le dribble, toutes ces choses-là, je pense que c'est presque le plus important. Parce que c'est Ouais. celui qui fait que tu vas pas perdre la balle et que tu vas pouvoir continuer même après le C'est pick and roll si jamais. C'est celui qui est le plus important pour que ça c'est se passe. l'origine, en Ouais, fait, c'est pour ça. moi. C'est celui qui te. Bah, si tu arrives à avoir ça, c'est aussi pour ça que certains passeurs sont incroyables, je trouve. Mais tu vois, Doncic, il est incroyable parce qu'il arrive à se donner du temps pour après exploiter le décalage et manipuler la défense. Ouais. Tu vois, que ce soit par des mouvements de corps, que ce soit par le regard ou des choses comme ça. Et oui, c'est vrai que ça part un peu de tout ça, finalement. Bah, en Ça plus, part un c'est peu un de tout ça. peu littéralement dans le nom parce que la qualité principale, c'est comment tu portes la balle. D'un autre côté, les mecs sont des porteurs de balle. Donc en vrai, Ouais. c'est un peu dans le sens littéral du terme. C'est peut-être aussi normal qu'au final, on en vienne à la conclusion que c'est ça le plus important. Mais tu vois, je pense que pour différencier l'élite, je pense que le passing, je sais pas, peut-être je le value plus que toi, mais en fait, les bons joueurs de pick and roll, c'est à quel point aussi ils Ouais, peuvent exploiter Mm. le pick and roll et le décalage qui est créé, quoi. Et vu que Et c'est. ça peut être Ouais. par le tir si c'est un drop et qu'on te laisse un décalage sur le tir, Ouais. ou ça peut être Oui, oui. sur bah, une passe ou alors soit la passe par le porteur de balle, soit aussi quelque chose qu'on n'a même pas mentionné, mais si ton poseur d'écran est un très bon passeur, et du coup, bah, si tu trappes le porteur de balle, lui, il va savoir être un peu un maestro du surnombre. Oui, et puis il y a un truc un peu plus concret dans la passe, alors que tu as un truc un peu plus aléatoire dans le tir. Donc, Ouais, oui, je te rejoins là-dessus. Peut-être que dans l'ordre, ce serait la capacité de porteur de balle en tant que tel, la passe et le tir. Un petit peu dans ouais. la pyramide de Maslow des Des portes. molécules, du coup. Parce qu'après, à l'intérieur de tout ça, tu as tout ce qui est les différentes passes possibles, Voilà, c'est ça. les gestions du dribble, etc. Exactement. Mais vu que ça Et, fait déjà et 1 heure. est-ce que quand même, tu as des skills atomiques sur le tir? Est-ce qu'il y aurait plusieurs trucs sur le tir? Ouais, bah il y Pas. a Ouais, la vitesse c'est ça. Tu d'exécution, aurais surtout la, la dis- vitesse à quel point ça part, la quoi. distance, la distance d'où tu peux envoyer, la vitesse à laquelle ça part. Je pense qu'il y a une certaine notion aussi
de hauteur de tir ou de release, à quel point c'est facile à défendre. En fait, tous les skills atomiques qui vont rendre plus ou moins compliqué de défendre sur ton tir ou pas, bah, un peu tous les trucs qui font que Curry, tu vois, en fait, Durant et Curry, ils se partagent un peu les différents skills atomiques élites du tir. Il y en a un, c'est la hauteur de release, et c'est un petit peu même la notion de, tu vois, l'écart, enfin, tu vois, d'avoir un petit peu cette capacité d'être hyper régulier dessus. Là où Curry, c'est la vitesse d'exécution, la manière dont il va pouvoir récupérer le ballon à différents angles et quand même pouvoir l'envoyer à une certaine vitesse, à une certaine distance. Ça, c'est dingue, ça. Parce que tu vois, tu as quand même des joueurs qui, je vais pas dire sont incapables, mais ont leur préférence motrice sur où est-ce qu'ils dégainent aussi sur un terrain. Ah bah bien sûr. Et donc ça, tu vois, ça rentre quand même aussi un petit peu en jeu sur le... Bah, du coup, Steph, c'est un peu l'emblème de... Il peut à peu près aller où il veut. Ouais. mais tu as certains joueurs, tu vois, qui sont beaucoup plus à l'aise dans ce tir pour dégainer souvent, bah, si tu es droitier, tu vois, un Doncic, ça va plutôt être quand il va aller sur sa gauche ou des petites choses comme ça, quoi. Bah, de toute façon, là, tu vois, on parle de comment défendre. La défense, qu'elle va essayer, c'est de manipuler l'attaque d'une certaine manière à l'emmener vers quelque chose que l'attaque n'a pas envie de faire ou que l'attaquant n'a pas envie de Exactement. faire. Donc, un mec qui n'a pas de préférence, tu vois, t'es dans t'es dans une négociation ou un débat avec quelqu'un, un mec qui n'a pas de préférence, tu vas pas pouvoir trop le déconcerter et lui faire perdre pied. Parce que le mec, il a pas de préférence, du coup, il est un peu... Tu vois, tout lui va, tout passe. Et du coup, si un joueur sur un terrain, il a pas de préférence, ça veut dire que, bah, du coup, il est bon partout, entre guillemets. Parce que si t'as pas de préférence, parce que t'es nul partout, c'est encore autre chose. Mais, tu vois, genre, on va pas citer de nom parce qu'on n'est pas comme ça, mais... alors que si t'as pas de préférence parce que t'es bon partout, là c'est encore plus dur à défendre. Ouais, clairement. Mais du coup, on a déjà fait 1 heure, c'est ça? Du coup, on a déjà fait 1 heure, alors que je pensais pas qu'on ferait 1 heure de théorie. Et j'ai l'impression qu'en plus, on se force à pas aller trop loin. Mais je me dis on se restreint. Je me dis qu'au bout d'1 heure, on peut se lancer dans le classement. Et au fur et à mesure du classement, de toute façon, on va partir sur d'autres trucs. Exactement. Et comment on fait ce classement alors? Et ben, je pense qu'on fait un chacun. Voilà, et je pense qu'on peut dire honneur aux plus jeunes. Ah bah du coup, honneur à toi. D'accord, merci. Non, je te laisse, okay. Je te laisse commencer. Et on se dit qu'on va en 10 et puis on voit. Ok. Bah, honnêtement, c'est assez dur parce que il y a le problème de la théorie et de la pratique. Ouais. Parce que la théorie, le meilleur duo de pick and roll, c'est Lillard-Giannis. La théorie. Je vois pas comment il peut être battable parce que tout ce qu'on a dit quasiment, ils les ont. Ouais. Et ils peuvent les avoir dans les deux situations. Le problème, c'est qu'on l'a tellement peu vu que je me demande s'il doit rentrer dans ce classement ou pas, quoi. Et même sur les quelques fois où on l'a vu, bon, c'était quand même de la très très bonne, très bonne production, quoi. Mais du coup, je suis un peu tiraillé. Ouais. Est-ce qu'on les fait rentrer ou pas? Moi, je dis qu'on les fait rentrer. Après, c'est toi qui choisis si tu les prends en 1 ou pas. Hein. Ils sont forcément dans les 10 premiers. Après, en fait, le problème pour moi, le dilemme, c'est soit on les considère pas parce qu'il n'y a pas le volume, soit il est numéro 1, quoi. Bah ça, après, c'est toi et ta conscience, hein. Mais je peux pas les mettre numéro 1. Moi, pour moi, je vais même pas les considérer, en fait. D'accord. Parce qu'ils ont pas assez... Enfin, je sais pas, tu vois, t'as combien... Ça représente combien d'actions, un pick and roll Giannis, si tu fais la moyenne sur l'année par match? Ça fait quoi? Ça fait une action par match? Combien il a été 2 fois rollman cette saison, tu veux dire? Ouais, mais enfin, combien de fois ils ont joué un pick and roll à 2 en moyenne par match? Je pense qu'il y en a 1,5 par match entre les deux. Ouais. Giannis, il est porteur de balle sur 1,5 pick and roll par match et il est poseur d'écran sur 2 pick and roll par match. Donc dans ce bordel, il doit y en avoir un entre les deux. Et Lillard, il est porteur de balle sur 10 pick and roll. Ouais. Mais il en a joué tellement avec Brook Lopez aussi. Oui, bah oui, forcément, avec Brook Lopez, putain, non mais vraiment, je te jure, il y a des mecs qui ont le chômage, il y a des mecs qui bossent, et parfois, genre, vraiment, je me dis, il n'y a pas de justice. Ouais, bah moi écoute, je te laisserai la patate chaude, mais moi, j'ai l'impression
qu'ils n'ont pas joué assez. Et du coup, je vais prendre. Pour moi, en fait, le porteur de balle est tellement incroyable que je suis obligé de prendre Doncic et Derek Lively. Ok. Parce que Pas Derek Gafford, Lively, du en coup. plus, non, pourquoi? Peut-être Gafford est une meilleure un peu menace de lob, tellement Et il est. encore. Ouais, mais je trouve Gafford, c'est quand même en termes de menace de lob, il est difficilement plus agressif que lui. Mais Lively a le passing, quoi. Ouais. Et ça, même en playoff, ça a ouvert pas mal de situations aux Mavs, quoi. Il y a eu pas mal de circuits sur les matchs 1 ou 2, je crois, je sais plus, face aux Wolves, où c'est vraiment, il se fait blitzer, il se fait trapper, Doncic, et vas-y, on fait confiance à Derek Lively quand il est sur le terrain. Mais ouais, mais Doncic a ce côté particulier où, pardon, mais il est un peu inarrêtable sur sa capacité à drive. Et je trouve que c'est ça où c'est fou. C'est que, bon, évidemment, il y a ce côté, le gabarit qui rentre en jeu, la capacité à. Et en fait, c'est surtout pour moi la capacité à aller tellement bas avec son dribble et tellement être tout le temps en petites nuances ou tout le temps en gestion. Ça fait que il arrive toujours au panier, même, j'ai envie d'aller plus loin, pas forcément le défenseur qui défend sur lui, mais même s'il y a des stunts, il y a qui évite mieux les stunts que Luka Doncic en NBA, quoi. Ouais. Non, mais Tu vois? je vois l'idée. Je pense que j'aurais pas pris en 1. Mais du coup, je vais dire qui je prends si on prend pas Yanis et Lillard. Et je sais pas si c'est un duo de pick and roll, Ouais. mais c'est tellement un duo qui joue avec le ballon et avec des écrans que je suis obligé de le prendre. Et pour moi, Muric et Jokic. Ah, mais waouh, on est vraiment. Muric et Jokic. Muric et Jokic. Jokic Oui. et Murray, ouais, pour moi, Oui. même si c'est pas un duo de pick and roll, dans le sens un petit peu classique du terme, c'est un duo porteur de balle et poseur d'écran. Donc c'est de quoi on parle, qui va dans les Mhm. deux sens et qui me paraît quand les deux ils sont pas blessés, plus inarrêtable que Doncic Lively. Peut-être. Oui, parce que les deux ont ce côté un peu plus fort au scoring. Ça rejoint un peu Mais ce qu'on disait de t'as pas une en couverture fait, du duo si les pour deux sont moi, en forme qui fonctionne. ouais. Mais pour moi, le mini problème, mais c'est même pas un problème, c'est que en fait, sur l'action sur laquelle ils sont indéfendables, pour moi, c'est quand Jokic a le ballon au départ de l'action. Ouais. Et pour moi, ça change un peu le truc parce que du coup, est-ce que c'est plus un duo de main à main et on les inclut? Et dans ce cas, oui, je suis complètement d'accord que c'est en 1 et de très loin parce que même dans rejeter l'écran, etc., Mais c'est parce ils qu'ils sont peuvent assez faire incroyables. ça que pour moi c'est encore. Tu vois, c'est parce qu'ils font ça que justement. Ouais. Bah ouais, parce que du coup c'est beaucoup plus. Tu vois, on parlait Oui, mais du coup, de l'anticipation de parce la que pour moi, défense. C'est plus difficile à anticiper parce que tu sais même pas si ça va être un pick and roll ou si ça va être un pick and roll inversé ou si ça va être une get action ou si ça va être un pick and pop. Et en fait, le fait que ça ait tellement de variétés en fait, possibles. on aurait dû, on aurait dû appeler ça les meilleurs jeux à deux. Bah c'est d'un autre. Et dans les meilleurs jeux à deux, je pense que ouais, ils sont assez facilement premiers. Ouais, mais pour moi, vu que leur jeu à deux se nourrit d'écran et d'un des deux qui porte le ballon, ça rentre dans un petit peu les choses qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est un petit peu le fait Ouais, mais d'être inarrêtable. En plus, on s'est pas mis d'accord sur les règles, du coup, on va pouvoir être d'accord sur le 10. c'est pas grave. Mais du coup, juste, je te laisse après finir pourquoi tu les choisis en deux. Hein. Mais, pour moi, comme dit, tu as beaucoup de valeurs qui fuient quand c'est Jamal Murray qui doit prendre la décision. Et finalement, tu vois, combien de pick and roll sont vraiment des pick and roll où c'est Jokic qui joue le pick and roll et c'est un pick and roll inversé? Au final, pas tant. Et du coup, pour moi, c'est un peu le début de carrière de Jokic. Mais Jokic qui joue du short roll, bon, ça a beaucoup moins de valeur que Jokic qui est en balle en main et qui décide de tout. Tu vois? Et donc, ouais, j'ai peut-être trop réfléchi sur, un peu trop fermé d'esprit sur le pick and roll, etc.
Mais tu vois, si tu prends un peu le volume par match, bah, tu vas avoir plus de. Si tu prends vraiment des pick and roll, tu vas avoir plus de pick and roll Doncic Lively, en tout cas plus de valeur ajoutée Doncic Lively que des pick and roll vraiment Jokic Murray. Parce que soit c'est des Murray qui a la balle et je trouve ça pas si fou, soit c'est Jokic qui a la balle, mais du coup ça représente pas un gros volume par match. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont jamais beaucoup la balle longtemps, en fait. Et les deux ont la balle souvent dans ces actions-là. C'est ça où, pour moi, c'est encore plus dévastateur et plus difficile à défendre. Ouais, ouais. Bon. En fait, Écoute, le truc, c'est que c'est un circuit à 2 entrées et à 2 sorties, là où Doncic Lively, oui, voilà. Soit c'est Doncic qui va au scoring, soit qui passe à Lively, et ensuite Lively, c'est potentiellement short roll, mais sinon, c'est finition au cercle. Là où, du coup, entre Murray et Jokic, tu as beaucoup plus de choses possibles. Et du coup, voilà, c'est peut-être un peu plus dans la diversité que j'ai penché là-dessus. Mais peut-être que ok, j'ai ok. trop tiré par les cheveux et je raconte n'importe quoi. Hein. C'est pas impossible. Non, 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 bah non, mais je te dis, sur les jeux à deux, oui, ils Ouais. sont beaucoup plus diversifiés. Mais sur l'exercice du pick and roll, je sais pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce que je passe en 3 du coup? Est-ce qu'on avance? Ouais. Vas-y. Je pense qu'en 3, j'ai une belle liste sous mes yeux quand même. J'ai beaucoup de noms avec lesquels j'hésite. Hein. Bon, de toute façon, voilà, on va en parler. C'est pas forcément le classement le plus réfléchi, de toute façon. Mais je pense que je vais quand même prendre LeBron Anthony Davis. Ok. Parce que, je regrette déjà. Je regrette déjà. Je regrette déjà. Vas-y. Mais J'écoute. dans le sens où. C'est vrai que maintenant qu'on le dit, c'est pas si diversifié que ça. Et en fait, il y a peut-être des duos que je préfère. Je pense que je peux changer d'avis. Est-ce que je peux utiliser un joker? Vas-y. Ok. J'utilise un joker et je change d'avis pour prendre un duo aussi qui en joue finalement pas tant que ça, mais Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren. Ok. Pour le côté pick and roll inversé, c'est ça. Pour le côté pick and roll inversé, Pick and pop. pick and pop, pu dire sur un switch, impossible de switcher, et Chet peut incroyablement glisser les écrans, et Shai, bon bah Shai, voilà quoi, pas besoin de le présenter quoi. Sur la capacité à exploiter le décalage, snake, le pick and roll, etc., etc. Même en drive and kick, c'est quand même, c'est un peu moins manipulateur que LeBron, mais c'est quand même assez incroyable. Et quand même, ce qui est fou, c'est que honnêtement, je pense que là, on en prend un par équipe, mais je pense que le duo Jalen Williams, Chet Holmgren est pas si bas. Mais non, et ouais, il roll quand même pas mal. Il y en a pas beaucoup des joueurs qui font qui finissent plus de 3 pick and roll par match. Chet Holmgren, c'est 3. Et ils sont. Après, les pops, ça compte aussi hein, dans les. Oui, enfin, quand je dis ça, c'est qu'il finit une action. Quand je dis. Ouais. Qu'il finit une action en tant que poseur d'écran. Voilà. Sur un pick and roll. Et il a la troisième efficacité sur ses gros volumes. Sur 13. Ouais. Donc, pas mal, ouais. Mais. Et en plus, ouais, comme dit, moi, ce que j'aime beaucoup avec Chet, en fait, c'est que. Il a un tel profil divers que. Enfin, diversifié, pardon. Oui, il a un parce que profil là, tellement oui, j'avoue qu'on est diversifié. en automne, donc, Ouais. je voyais pas trop. Ouais, pardon, je suis un peu pressé. Parce qu'avant, tu m'as dit que tu étais malade au début. Du Écart, coup, enfin bon. oui. Non, mais du coup, voilà, il a un profil tellement diversifié que je trouve que. Enfin, ce chiffre, il est pas si choquant, quoi. Mais du coup, ouais, moi, je prends eux. Ok. Au final, je prends eux. Et moi, je prends un duo qui peut pick and pop ou pick and roll aussi, mais pas trop faire des pick and roll inversés par contre. Je vais prendre Turner et Haliburton. Ah, oui. Ouais, quand Oui. même. Oui. Puis ils en font, pour le coup, eux, ils en font beaucoup. Ça y va à gogo, ouais. Ouais, puis ça Ça y va à fonctionne gogo. bien. Je trouve que d'ailleurs, c'est très drôle. Je me rappelle, j'avais fait une capture d'écran de l'évolution du true shooting de Turner sur la saison. Et il y a un moment où il y a un énorme trou d'air. Je me demande pourquoi. Blessure d'Haliburton. Genre vraiment, Turner, son prochain contrat, je pense qu'il pourra mettre une petite com à Haliburton parce que il lui a donné vraiment une carrière offensive là, dernièrement. Ouais. Bah, surtout que, ouais, là, en termes de porteur de balle, tu vois.
Haliburton, c'est vraiment sur pick and roll. Je sais pas. Si on fait juste les porteurs de balles, ouais. Il est tellement haut, quoi. Ouais, Il est tellement oui. haut. Mais du coup, t'as pas cet aspect diversité, quoi. Puisque c'est que du pick and pop. Bah, ça peut être du pick and roll aussi. Oui, Bah, mais quand moins. même. Ah bah, ouais, il y a quand même. Ouah, c'est pas une menace verticale, mais c'est quand même un rim runner, Turner. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah C'est bah, vrai. quand même. Non, mais c'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. T'as quelque chose d'autre à ajouter? Non, pas forcément, à part que. Ouais, non, c'est beaucoup lié. C'est beaucoup lié à Liberton, mais le fait que Turner soit un bon rim runner et un mec qui soit une menace à 3 points force les défenses à faire des choix, et ça, je trouve ça intéressant. Ok, ça me va. Je peux passer au suivant. Ouais, oui, vas-y, tu es autorisé. Jalen Brunson, Isaiah Hartenstein. Non, mais non, mais. Tu vas pas mettre. D'accord. Steve Nash, Toddy Mayer, s'il vous plaît, en régie. Vous pouvez me lancer le Mais non, mais jingle. je t'ai demandé, regarde, je vous explique. J'ai demandé, est-ce que je prends le duo Brunson-Hartenstein ou Brunson-Karl Anthony Towns? Soit on fait ceux qui ont déjà vécu, soit on fait ceux qui vont vivre. Tu vois? Donc ça passe vraiment pas? Si, ça. Bah, tu peux même expliquer pourquoi Hartenstein et Brunson, et comme Kat et Brunson, ça va fonctionner en vrai. Bah, parce que Brunson, c'est un des meilleurs joueurs qui, dans la catégorie, enfin, dans le registre de jeu et réponse, bah, il a le pull-up. Ouais. Il a le flotteur qui est aussi du coup potentiellement une passe de lob, même si c'est pas celui qui l'utilise le plus. Il a ce côté punir le switch. Il a ce côté très bon sur pocket pass. Il a ce côté vraiment en fait bah, gérer le rythme et manipuler la défense vraiment après l'écran quoi. Et Hartenstein, là où il était génial, c'est que c'était un des meilleurs pour poser l'écran au démarrage et créer une grosse séparation. Mhm. C'était un des meilleurs pour faire du coup des Gortat screen, c'est un peu le même principe, mais recréer une deuxième ligne de drive derrière à Bronson. Et du coup, bah, sur les ice, etc., c'était beaucoup utilisé. Et aussi, bah, quand il se fait trap en playoff, on l'a vu, face aux Pacers justement. Mais Hartenstein, c'était le passeur qu'il fallait à Bronson. Parce que Bronson, du coup, c'était un peu sa limite, c'était sa taille. Et là, il avait ce joueur qui était le passeur génial. Et Hartenstein avait aussi un petit truc qui est pas dit, qui est pas dit, mais Hartenstein avait un des meilleurs flotteurs Oui, de NBA. oui, oui. Il est à plus de 50% depuis 3 ans, je crois, sur ses flotteurs. Et du coup, ça aussi, c'était pas mal parce que si la défense était un peu on va dire, bah, en drop, lui, il pouvait avoir ce flotteur push-shot au-dessus de la défense qui était aussi une arme parfois utilisée, quoi. Et ça me fait penser, tu vois, les skills et enfin, les critères un peu qu'on a donnés pour être un bon porteur de balle, je trouve qu'ils rejoignent certains aspects pour être un bon joueur sur short roll, en particulier le dribble et la passe que Hartenstein a. Je trouve qu'être un bon dribbleur, c'est assez Ouais, important pour ces petites situations. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Lively l'a bien travaillé. Et on l'a déjà vu s'illustrer un peu sur des actions où il a porté la balle en pré-saison. ouais, ouais. Donc, Je suis d'accord. Je suis d'accord. ok. Du coup, moi, je prends les cinquièmes, là, c'est ça? Non, les sixièmes. Sixième. Sixième, et je vais prendre qui est un duo qui est encore un peu théorique, mais qui ne l'est Ah, pas totalement, parce qu'ils ah, ont déjà joué ensemble. Mais c'est juste que le ah, volume n'est pas encore énorme, mais je pense qu'il va ah, être amené à grossir. ah. C'est Trae Young, Jalen Johnson. Ah, d'accord. Bon, allez. Quoi? Ça fonctionne Je pas? te... Si, bah si, ça fonctionne. C'est un duo de pick and roll. Mais là, tu prends ce duo, quoi. Ouais. Bah, en vrai, je trouve que théoriquement, il a tout pour être un inarrêtable. Je sais pas, peut-être après, il Ok. faudra en faire une vidéo, parce que ça a déjà été fait. Mais Non, je pense que ça marcherait pas. Ça tu penses que marcherait ça pas. marcherait pas? Ah, arrête, t'es fou. Dans du Ah, 5 out, là, c'est inarrêtable. La vitesse d'exécution, le fait que ce soit tous les deux des bons passeurs, des bons dribbleurs pour leur poste, il y a du pick and... Là, tu peux en faire des inversés. Ça n'a jamais été fait encore, donc ça reste très ouais, théorique. ça a jamais été fait, mais... Non, mais oui, non, mais évidemment, je Dans te la rejoins. théorie, en vrai, Dans la théorie, dans la c'est théorie, il presque peut être parfait. dans la théorie, il peut être numéro un. Oui, oui. Et voilà, Il manque plus que la pratique, quoi. vu qu'on n'habite pas en théorie et qu'on habite à Grenoble, on va attendre un peu. Mais dans l'idée, ça peut fonctionner. Donc voilà, je le prends en 6.
Ok, ok. Oui, parce que. Mais je sais pas à quel point. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui manque. Je sais pas à quel point Jalen Johnson il a vraiment le pick and pop. Et à quel point tu peux vraiment jouer avec Trey off ball. Je sais pas. Bah, c'est un peu Et les est-ce deux que. questions, mais le reste, sinon, c'est assez. Il y a beaucoup de certitudes. Ouais. Mais après, du coup, si tu veux utiliser. Parce que, en fait, le truc aussi qui est bizarre, c'est que Jalen Johnson, c'est une menace de lob incroyable. Enfin, qui est bizarre. Mais le problème, c'est que les Hawks, ils jouent beaucoup avec un intérieur à côté de lui aussi. Ouais, mais là, ça y est, ils ont déjà Et. Non, réussi à se oui. débarrasser d'un porteur de balle qui servent à rien. Je pense que les prochaines étapes, c'est de laisser partir Clint Capella. Oui, bon, après, ils ont quand même repris. Ils ont pris Dyson Daniels. Moi, j'adore Dyson Daniels, mais Si, pas si. sûr que ce soit lui qui aide ton spacing. Si, si, ils lui ont acheté des badges de shoot. Là, j'ai parlé avec Quinn Snyder, ils m'ont dit qu'ils lui avaient acheté des badges de shoot à la boutique Touquet, donc normalement, c'est bon. Ah ouais. Ouais, ouais, Ah, mais oui, c'est vrai. Je ouais. crois même qu'il a pris un pack Gatorade, Il je a crois. pris, bah ouais, parce que juste pour avoir gardé l'énergie pour en défense, quand même, c'est vachement important. Voilà, Non, ok, ok. Donc là, je suis en 7, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Là, on est arrivé à 1h20 d'épisode. Normalement, c'est le moment où ça va commencer à ressembler un peu plus à une cour de récré. Ouais. Bon, c'est comme si c'était pas déjà le cas. Non, non, restons sérieux. Restons sérieux. Et. Ah, lui, je me le garde pour après. Lui, je me le garde pour après, je pense. Ok. Mais. Du coup, t'as pas Du coup, pris là, LeBron Davis? ouais, bah, je les prends là. Ok. Je les prends là quand même. Parce que AD, c'est quand même. Peut-être, je sais pas, le meilleur rollman de NBA. Ou pas loin. Et LeBron, tu vois, en termes de porteur de balle, grand, gestion du rythme, etc., bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le seul problème, ouais, c'est que Il joue aux Lakers le. dans un spacing dégueulasse. Non? Ouais, déjà de un et que une des qualités de LeBron, c'est quand même d'être un poseur d'écran aussi. Hmm. Et avec ce duo, tu l'as pas vraiment. Mais à quel point t'en as besoin quand t'as AD qui est finalement aussi le meilleur, enfin, le meilleur rollman de NBA ou pas loin. Ouais. Et aussi un truc qui est cool, c'est que les deux peuvent un peu punir le mismatch, quoi. Ouais, pas de pick and pop par contre. Arrête. Quoi, arrête? Bah, quoi, arrête? Arrête, il est à quoi? Il est à 21% à mi-distance, c'est énorme. Putain. À la limite, tu pourrais. Par contre, j'ai vu des pick and pop en préparant la syllabe cette semaine. J'ai vu des pick and pop avec LeBron James. LeBron James Ouais, qui est à 47% sur 2 catch and shoot à 3 points par match. ouais, C'est ouais, lunaire. voilà. Lunaire. Voilà, voilà. Je l'ai vu, non mais attends, je l'ai vu juste. Bon, après, bref, on s'en fout. Mais je l'ai quand même vu prendre des. Sur des situations en horn, faire des ghost screen avec un flair derrière. Et genre, Ouais, il ouais. met les mêmes systèmes que Trey Murphy. Donc voilà, tu vois bien. Il a encore développé un nouveau truc de l'évolution, quoi. Une nouvelle arme. Un nouveau skills. Lui aussi il a acheté un pack et des Gatorade sur la boutique Touquet. Ok, ok. Et bah là, du coup, moi, je vais prendre Darius Garland Oh, et Jarrett Allen. oh. Attends, parce qu'avant l'émission, tu m'as quand même dit Evan Mobley, machin, machin. Tout ça pour me prendre Jarrett Allen. Je pense que je pense que Jarrett Allen est un meilleur rim runner que Mobley pour l'instant. Et je pense surtout que pour l'instant, le shoot et la capacité sur short roll de Mobley est pas bien supérieure à celle d'Allen. Donc ouais, je préfère Garland à Allen et je préfère les écrans de Jarrett Allen surtout. Parce que je pense Oui. qu'il y a des mecs qui ont joué l'année dernière et il y a des mecs qui sont encore en train de contourner les écrans de Jarrett Allen. Donc là, il y a des mecs qui sont encore en train d'essayer de Bah, je courir. crois que Dyson Daniel, c'est pour ça qu'il avait pris un truc Gatorade. Parce qu'il est resté coincé, Est-ce qu'il exactement. devait courir, ouais. Du coup, ouais, non, Garland à Jarrett Allen pour, d'ailleurs, une des capacités des poseurs d'écran qu'on n'a pas parlé, qui est la pose d'écran. Et lui, pour le coup, en termes d'angle, de robustesse et de capacité à un petit peu, justement, bien gérer le tempo, justement, après avoir posé l'écran, je trouve très bon. Et il est meilleur, cette année, il est meilleur sur short roll que Mobley. C'est un meilleur, ça, il est Oui. Bah, en fait, dans l'espace, il est meilleur que Mobley. Ouais, voilà. Là où Mobley est peut-être meilleur sur, tu vois, sur des situations de end-off, justement. Je sais pas. Mais ok, ça me va. Même si Garland n'a pas forcément fait une grosse saison, quoi. Plutôt Garland que Mitchell, du coup. Bah ouais, quand même. Bah, là, pour le coup, les skills qu'on a dit, genre le dribble et la passe, la gestion du tempo.
Hmm. Ouais. Oui. Ouais. Non, mais ça se défend. Ok. Du coup, en 9, moi, je vais prendre aussi un duo théorique parce qu'on l'a pas vu. En fait, enfin, pas théorique, mais on l'a beaucoup vu, mais pas encore assez. Mhm. Mais c'est Stephen Curry et Jonathan Kuminga. Ah ouais, alors, dans les trucs que j'avais pas du tout dans mon radar, il y avait celui-là, par exemple. Et alors là, au début, j'avais Steph Draymond et je me suis dit, allez, c'est quand même l'émission parfaite pour parler un peu de trucs de Steph Kuminga. Parce que pour moi, ce qui est ultra intéressant, c'est que, et c'est peut-être surtout parce que tu peux le jouer dans l'autre sens, quoi. Oui. Parce que tu peux. Déjà, bah, Kuminga, il a un peu ce. Au début, j'avais Draymond, mais du coup, Draymond, en fait, je trouve que il a le short roll, mais c'est un peu tout, quoi. Et c'est beaucoup utilisé, hein, c'est sûr. Et a raison, parce que c'est un bon passeur, mais il perd quand même déjà beaucoup de ballons, je trouve aussi. Et Kuminga, il a ce truc de. Bah, du coup, Steph, c'est pas forcément le passeur de lob, mais quand Steph se fait blitz, et ben lui, il a cette agressivité pour vraiment finir au panier, tu vois. Il y a des finitions où c'est quand même un athlète de tellement haut niveau dans la verticalité et dans tout en fait, juste dans tous les trucs qui font un athlète. Kuminga, il est assez dingue. Et du coup, j'aime bien parce que ça vient un peu compléter ce que Draymond n'a pas, même si Kuminga a pas le passing, mais il a un peu ce côté agressif et menace de rôle, un peu plus voilà, vraiment agressif derrière l'écran. Et surtout, bah, Kuminga, il peut jouer le pick and roll, quoi. Il peut jouer le pick and roll ball handler. Et, euh, et avec Steph en poseur d'écran, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est quelques séquences, mais je trouve que c'est plus que quelques séquences, tu vois. On l'a vraiment vu sur la fin de saison, c'est quelques matchs, c'est Ouais. vrai, mais sur ces quelques matchs, on l'a vu vraiment utilisé plusieurs fois, quoi. Et ça, je trouve ça incroyablement complémentaire, quoi. Ouais. Mais la lacune un peu, ce serait le manque de passing et aussi un peu, tu vois, comme Jalen Johnson, le fait que bah, t'aimerais bien avoir Kuminga en rollman dans un bon spacing, mais vu que c'est pas un poste 5 vraiment, t'as souvent un non-shooter à côté, quoi. Et donc, il est pas vraiment utilisé aussi souvent qu'on l'aimerait, quoi. Ouais. Et puis, oui, il y a un peu une. Tu vois, on a vu les pick and roll inversés LeBron Curry aux Jeux Olympiques. Oui. Bon, faut pas s'attendre pareil en termes de drive et de drive and kick avec Kuminga, quoi. Non, Mais dans non, c'est l'idée, sûr. Mais dans l'idée, moi, je trouve ça complémentaire. Je trouve ça complémentaire. très bien, ça fonctionne. En plus, ça va dans les deux sens, donc c'est vendu. Bah c'est quand même la grosse force du truc, ouais. Ouais. C'est pourquoi je les prends, c'est parce que ça va dans les deux sens, ouais. Euh, alors, il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais j'ai pas envie d'en parler, donc je te laisserai le faire. Là, on est à la quelle place? On est à la Là, 8. c'est la dernière, C'est la hein. C'est la dernière? Ok. dixième. Donc après, on pourra parler un peu de tout, Ok. tu vois. Bon, la 10e, Je sais ce que tu vas faire. j'avais envie de Ça, faire, j'avais envie de ça faire, m'énerve. j'avais envie de faire une connerie, mais je vais pas la faire. Mais je suis pas passé loin, parce qu'il y avait quand même des flashs. Et c'était des flashs dans une équipe qui tank. Du coup, je vais prendre d'autres flashs dans une autre équipe qui tank. Et je vais prendre Hmm. Kate Cunningham et Jalen Duren. Waouh. Ah ouais, attends. Parce que du coup, en un, tu prends Jokic Murray, et dans ton classement, tu prends pas Fox et Sabonis. Non, bah à la limite, j'aurais pris Monk et Sabonis. Monk. Ouais. Oui, mais du coup, plus sur un truc de vraiment pick and roll, quoi. Mhm. Mais du coup, t'as pas considéré les mains à main. Non, mais j'ai surtout pas considéré que le talent était suffisamment haut pour que ce soit aussi dévastateur, quoi. Ok. Ok, donc ouais, bah oui. Évidemment, le fameux Cade Jalen Duren, ouais, ok. En vrai, offensivement, franchement, moi, je pense qu'il y a beaucoup. Tu sais que il y a un monde, enregistrez ça jamais, si jamais un jour vous voulez revenir dessus dans 5 ans. Dans 5 ans, je pense qu'il y a un monde où Jalen Duren, c'est le porteur de balle sur des pick and roll inversés avec Kate Cunningham qui fait du pick and pop. Ouais, ça je veux bien te croire, mais on fait le classement, Aux dernières... Aux dernières nouvelles, on fait le classement en 2024, pas en 2029. Ok, bon, très bien. Eh ben, je vais prendre Sexton, Colin Sexton et John Collins. Ah non, bah, là par contre, je suis désolé, genre j'ai les stats de mon côté, hein, pour le coup. Là, je suis. John Collins, c'est le mec le plus efficace à la finition sur pick and roll de la saison l'année dernière. Je serais intraitable là-dessus. Bah vas-y.
Explique-toi. Non, bah là pour le coup, c'est vraiment des joueurs dans des systèmes très où c'est le collectif et le mouvement de l'équipe qui permet ça. Mais en réalité, ils ont des couvertures qui, si elles sont trop agressives sur eux, et vu qu'ils vont très vite, ça a très bien fonctionné le jeu à deux Sexton-John Collins. Alors, ça donne rien parce que du coup, c'est dans un effectif qui ne joue rien, mais c'est l'idée d'avoir un joueur ultra rapide avec un gros premier pas qui est très puissant et qui lui peut punir le mismatch avec un joueur qui est une menace de lob, bah, une des meilleures, je pense, en vrai menace de lob de la ligue, John Collins, du coup, qui sait faire que ça, mais ça fonctionne. Il y a un moment où on s'est dit peut-être que Collins aurait le pick and pop, mais c'est jamais venu. Mais ça aurait pu. Mais du coup, Ça aurait fait un super duo avec Trae Young. ouais, ça aurait fait un super duo avec Trae Young. Mais en vrai, je me rends compte, on n'a pas parlé de Maxi Embiid. En fait, voilà, il y a plein de duos dont on n'a pas parlé. Si tu veux, on peut faire un peu équipe par équipe. Euh, Enfin, peut-être pas pour toutes les équipes, parce que Brooklyn, ouais, voilà, Portland, c'est pas terrible. ouais. Mais Moi, ouais, j'avais oui. Maxi Embiid que je m'étais Oui, noté. Bah, va y avoir évidemment. Chris Paul et Wemby qui va être intéressant. Ouais. Il y avait, pardon, qu'est-ce que j'avais? Harden, je savais pas trop avec qui le Bah, mettre. Zubac. Ah Zubac. ouais. Ouais, Zubac. Celui-là, je pense que j'avais Harden, ouais, Harden, Zubac, mais ouais. Booker Nurkic. Non, jamais. D'accord. Bah non, mais je sais pas, je t'envoie des billes, après tu t'en fais ce que tu veux, hein. Non, Euh, honnêtement, je trouve que c'est pas leur style. Enfin, c'est pas. bah, Même Nurkic pour l'instant. Alors, à ce qui paraît, il a pris des Gatorade aussi, il shoot à 3 points. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, au moment où on tourne, ce n'était pas un shooter à 3 points. Donc, il a même pas le rôle. Et Booker, c'est pas non plus un passeur génial sur pick and roll. ouais. Bon, qui d'autre on avait? On pourrait avoir Ja Morant et Jaren Jackson Jr., mais du coup, on Ouais, manque. ben Ja Morant et Zakidi, tu vois, peut-être que ça Mhm. peut être intéressant. Ok, ouais. Fred VanVleet Fred VanVleet et Alperen Sengun, je sais que ça te fait plaisir en plus. Ouais, bah. Non, pour le coup, tu vois, genre, au début, on discutait un peu de. Enfin, il faut être capable de répondre à la défense. Hmm. Eux, tu vois, ils ont le pick and roll où Fred VanVleet a un peu le pull-up et Şengün a le short roll. Et c'est tout, quoi. Et, et c'est tout, quoi. C'est un peu tout et c'est aussi un peu pour ça que ça s'est cassé la gueule. Non, moi, il y en a un que je suis surpris que t'aies pas mis. Et je pensais que t'allais faire ça à la fin, c'est pour ça que voilà. Mais je pensais que t'allais mettre les frères Wagner. J'y ai pensé en plus. Parce qu'il est très efficace, il est très efficace en plus, l'ami Maurice. Et là, oui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Pour le coup, t'as un mec en plus qui gère assez bien le tempo, qui a différents angles de passe possibles avec Wagner. Et t'as un bon finisseur, mais bon, après, quand même, genre, je l'ai pas abusé. Non, mais en vrai, moi, je pense que Cunningham Duren, c'est sous-estimé, Non, hein. mais oui, mais attends, on en a même pas parlé, mais on peut un peu en parler au-delà les pick and roll inversés, peut-être Dans que. 5 ans. Non, je pense qu'ils correspondent bien aussi à ce qui peut être. Duren, c'est un mec qui va pouvoir jouer le short roll et qui va pouvoir punir les mismatchs, qui a un peu touché et qui bouge très bien avec le ballon dans les mains. Donc tu vois, c'est une Ouais, menace sur roll qui est très complète. Et Cunningham, bah, lui, ce qui va lui manquer sur le pick and roll, c'est le scoring. Mais pour ce qui est du dribble et de la passe, c'est vraiment très bon. Donc c'est ouais. quand même un duo qui est plus intéressant que Sexton John Collins, qui peut faire littéralement qu'un seul type d'action, qu'ils l'ont très bien fait. Mais voilà, parce que aussi ils l'ont très bien fait parce que les gens défendent contre le Jazz un petit peu n'importe comment. Hmm, Mais hmm, bon, hmm, voilà. Et après hmm. Maxi Embiid, ouais. Ouais, et après, il y avait. En fait, Maxi Embiid, tu vois à quel point c'est vraiment du pick and roll Ouais. qu'il joue. À combien il joue vraiment de pick and roll par match? Harden Embiid c'était bon. Harden Embiid c'était très bon. Ouais, C'était d'ailleurs oui. sous-utilisé. Oui, bon, oui, mais c'était vraiment le mouvement phare. Là, tu vois, au final, c'est aussi. Alors, il y a des mains à main, donc Mm. ça pourrait rentrer, mais c'est aussi beaucoup de post-up où c'est optimisé et avec justement utiliser Maxé un peu de l'autre côté pour maximiser ce post-up aussi, quoi. Ouais. Et au Pélican. Non, mais blague à part. C'est quoi? C'est Zion Trey Ben, Murphy?
Ouais, mais du coup, ça représente pas assez par match. Ah bah non, non, bah non, ça, puis c'est que des ghost Ouais. screens et tout. C'est Ouais. plus des drives à la limite qui sont créés ou des actions de spot-up, mais c'est pas vraiment du pick and roll pour le coup. Mais non, bah, Zion, ça serait bien de lui offrir un porteur de balle pour le nourrir là-dessus, ou une menace de pick and pop ou de lob pour le nourrir là-dessus aussi. Mais on verra. Si ça se trouve, à la fin de la saison, ce sera Daniel Tice et Zion Williamson, un des meilleurs duos. Mais Et ils ont quand même recruté un porteur de balle de pick and roll. Hein. ouais. Ou Yves Missy, c'est ça? Là, c'est pas plus un poseur d'écran, lui, de ce que j'ai compris. Si. Non, mais je parlais de Dejounte Ouais. Murray, je sais pas si tu connais. Ouais. Non, bah ouais. Je sais pas. J'ai pas encore. On m'a dit de regarder le match contre Orlando qu'il y avait eu en pré-saison. J'ai pas eu le courage. Peut-être que je le ferai. Je pense pas. J'attendrai Ouais. le début de saison. On verra. Ok, d'accord. Et non, et aussi un peu dans la catégorie Zion qui a pas encore eu son compère sur cet aspect, mais la Melo Ball, Ouais. en vrai. En vrai, la Melo Ball, avec un. Après, ce sera peut-être cette saison, mais peut-être c'est quoi? C'est Nick Richards? Nick Richards? Ouais, Ouais. je sais pas. Il y a le français Moussa Diabaté qui a signé là-bas, mais bon, bref. Dans 5 ans. Dans Dans 5 5 ans ans. aussi. Bon, bah, on se donne rendez-vous dans 5 ans alors. Ouais, pour le. Est-ce que tu sais pourquoi on se redonne rendez-vous dans 5 ans? Est-ce que tu réalises ou pas? Pour Jalen Duren et Kate Cunningham. Contre quoi? Contre Colin Sexton et John Collins. Non, Et Lamelo et Diakate. Diabaté. Diabaté. Je suis là, ouais. Moussa Diabaté et la Melo Ball contre Cade Cunningham et Jalen Duren. Il jouait où, Moussa Diabaté, l'année dernière? Mais il avait été drafté par les Clippers, mais il a jamais joué en fait Ok. en NBA trop. Il a joué en Et, Europe? non, il était à la fac, en NCAA. Il était à Michigan. Ok. Ouais, du coup, déjà que... C'était un peu... Ouais, mais... Ouais, moi j'étais content qu'il... Bref, on verra. Peut-être qu'on en reparlera. Mais en tout cas, je crois que ça fait longtemps qu'on parle. Et je crois qu'on a fait un bon tour des pick and roll, je crois. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour du pic. On a fait le tour du pic de Jarrett Allen, le tour de la question. Mhm, Et puis, mhm. Est-ce que t'as rien d'autre à rajouter du coup? qu'est-ce que j'ai à dire? Bah non, hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bonne saison. Vu que t'as l'air inspiré, je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, faut qu'on se retrouve pour faire la preview de la saison NBA. Est-ce qu'on l'annonce ici? Bah, vu qu'on sait pas encore comment on va s'y prendre, peut-être qu'on va attendre de voir comment on s'y prend pour le faire. Mais dans l'idée, on aimerait bien. On sait juste pas la date. On sait juste pas la date, on va essayer de s'en sortir pour arriver à le faire. Mais on serait tenté d'essayer de la faire en direct. Donc voilà. On sait pas encore comment on fera, mais on va essayer de la faire en direct. Voilà. Donc on vous tient informé très vite. Exactement. Mais il y aura une preview en live avec on aura préparé des sujets et il y aura vos questions si vous voulez évidemment. Ouais. Pour parler de la saison au lieu de faire une preview par équipe. Vu qu'on regarde pas les matchs, c'est un peu moins pratique quoi. Exactement. Et voilà, du coup, bonne soirée à tous. Et du coup, ouais, normalement, on se retrouve en vidéo beaucoup trop de fois par semaine. Ce dimanche. Ce dimanche, ouais, il y en aura peut-être même une vendredi, c'est pas sûr encore. Mais je sais pas quand sort le podcast, donc j'en sais rien en fait. Jeudi. Jeudi. Il sort jeudi. Il sort demain? Ouais. Faut le monter ce soir là. Ouais, bah super. Et du coup, il y a peut-être une vidéo qui sort vendredi. Si j'ai le temps de m'en occuper. Et pour sûr, une dimanche sur Jalen Williams. Exactement. Voilà. Fantastique. Un nouveau livre audio avec des animations visuelles. Voilà. Trop cool. Et merci aux 3 personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo et puis jusqu'au bout du podcast. Et puis à très bientôt. À très bientôt, ouais. Prenez soin de vous. Yes. Ciao. Ciao.